on va commencer. Bonsoir à toutes et tous. Merci de nous avoir réservé votre soirée à l'Académie du climat qui nous accueille régulièrement pour nos Jeudis de l'écologie. Ces Jeudis de l'écologie sont organisés par l'Association des journalistes écrivains pour la nature et l'écologie. Cette soirée va nous permettre d'éclairer la continuité qui existe entre nos sols, leurs habitants et notre bonne ou mauvaise santé. Continuité oubliée, niée, méprisée par une course au progrès, ou plutôt ce que nous avons identifié comme le progrès, et dont nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il nous met en danger. Pierre Veille, agronome et chercheur, auteur de Une seule santé, enquête sur les sols où nos maladies prennent racine, et Jean-Michel Le Cerf, médecin nutritionniste spécialiste en endocrinologie et maladies métaboliques, vont nous expliquer ce que signifie One Health, traduit en français par Une seule santé. Ce concept a été introduit au début des années 2000 et adopté progressivement par l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé animale, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, que vous connaissez sous le nom de FAO, et plus récemment par le Programme des Nations unies pour l'environnement. Des solutions existent, mais faut-il que des décisions encore les rendent possibles ? Karine Maillot et moi-même, Isabelle Vauconsant, sommes journalistes et assurerons l'animation ce soir. Et vous disposerez d'un temps de questions à adresser à nos invités, donc gardez-les précieusement au chaud. Itadakimasu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je raconte l'histoire parce que d'un voyage au Japon, et avant de manger, les Japonais disent ça, Itakidemasu, je ne sais pas si je prononce bien, et je dis tout content à mon interprète que ça y est, je sais dire bon appétit en japonais, et il me dit gentiment, mais ça ne veut pas dire bon appétit, ça veut dire merci pour la vie. Et puis elle m'explique qu'il y a des cours, après j'ai vu ça, ça fait partie de l'éducation japonaise, il y a des cours dans les écoles, dans les familles, parce que quand tu manges, tu prends une vie. Tu peux prendre la vie d'un poulet, tu peux prendre la vie d'une carotte, mais tu te nourris de la vie des autres. Et je ne m'attendais pas à la question, mais pour inaugurer une discussion sur la logique de santé unique et de One Health, c'est très bien, parce qu'on ne se nourrit pas que de calories ou d'oméga 3 ou d'antioxydants, on se nourrit des vies des autres et des vies avant nous, et la façon dont ces vies ont été vécues, on va dire, dans le sol ou dans les plantes ou dans les animaux, ça va nourrir notre vie à nous, et je trouve que le concept est vraiment joli. C'est marrant de commencer comme ça. Itakidemasu à tous, et bonne année aussi. Oui, alors Pierre Veille, puisque vous êtes agronome et qu'on va partir du sol pour aller jusqu'à la santé humaine, on va commencer par le sol. Et qu'est-ce qu'un sol en bonne santé ? Qu'est-ce qu'un sol qui est bon pour la santé ? Il faut coller le micro. Alors, quand on pose la question aux grands spécialistes de pédologie, de sciences du sol, ils ne savent pas répondre précisément, parce qu'il y a des milliers de critères qui définissent la santé. Les gens parlent de sol vivant, de sol fertile, de sol de qualité. En fait, la moitié des espèces qu'il y a sur Terre vivent sous le sol. Alors ça peut être une faune comme les vers de terre, des acariens, des colamboles, il y a plein des insectes. Ça peut être des virus, des bactéries, des champignons, mais il y a toute une vie souterraine, et cette vie, elle peut être un peu comme notre microbiote à nous. Ça peut être des copains, des microbes plutôt amicaux ou des microbes plutôt négatifs. Ça dépend de beaucoup d'autres choses. Cette vie souterraine, elle se développe en mangeant la matière organique, en mangeant du carbone et puis un certain nombre d'autres éléments pour se développer. Et elle se développe en fonction de conditions de pH, de redox, de structure du sol, de l'eau, de beaucoup de choses. C'est extrêmement compliqué. Et moi, je pose l'hypothèse, et à l'Université de Rennes, on essaye de le démontrer, que la vie d'un sol, la qualité d'un sol,
elle peut se mesurer au travers de la densité nutritionnelle des aliments qui y poussent. Parce que les micro-composants qui font notre santé à nous, les micro-composants qui ont une activité antioxydante ou anti-inflammatoire, ils sont fabriqués par les plantes, mais avec l'aide de la microbiologie du sol. Et on pose l'hypothèse que plutôt d'aller lister les 1000 critères qui font qu'un sol est en bonne santé ou de bonne qualité, il y a le taux d'argile, de matière organique, etc. On se dit finalement, si le sol il arrive à donner à la plante ce dont elle a besoin, ce dont elle a envie pour croître, mais aussi on peut faire pousser des plantes dans des hangars juste avec un substrat de laine de roche, comme la plupart des tomates, des légumes qu'on consomme, où on peut le faire pousser sur un sol vivant. C'est plus dangereux sur sol vivant, parce qu'il y a des champignons ou des bactéries pathogènes qui peuvent se développer. Et un sol en bonne santé, idéalement, les agronomes appellent ça un sol suppressif. C'est un sol qui sait se défendre contre ses agresseurs, où il y a toutes les conditions réunies pour que le sol puisse bien nourrir les plantes. Lesquelles plantes nourriront le sol, hein. Le Itaki Demaso, ou la Merci pour la vie, c'est dans les deux sens. C'est les plantes, quand elles meurent, qui se transforment en humus. Quelqu'un m'avait dit, je trouvais la formule jolie, l'humus, c'est là où la mort nourrit la vie. Quand les feuilles, dans un système forestier autonome, les feuilles qui tombent au sol, c'est la base du carbone, de l'humus qui est mangé par toutes ces populations du sol et qui vont redonner cette fertilité aux plantes qui vont s'en nourrir. Le sol nourrit les plantes nourrissent le sol, et maintenir tout ça en homéostasie, en équilibre, pour que tout ce qui vit à partir du sol, les plantes, les animaux, les hommes, soient en bonne santé, c'est un challenge. Et les sols sont résilients, ils peuvent se régénérer. J'aime pas qu'on parle de sol mort, parce que c'est pas vrai, les sols ils se régénèrent. Des fois il faut du temps, des fois il faut beaucoup de temps quand ils ont été matraqués mécaniquement ou chimiquement. Mais bon, je pense que j'ai à peu près essayé de répondre à la question, mais c'est compliqué de définir qu'est-ce que c'est qu'un bon sol. C'est un sol qui nourrit bien sa plante. Et comment les agriculteurs, les jardiniers, les maraîchers, quelles sont les pratiques qu'ils peuvent mettre en place pour avoir un sol de bonne qualité qui ensuite pourra nourrir les plantes et les animaux avec des nutriments en suffisamment grande quantité? Alors, pour répondre de façon pas trop technique, parce que ça dépend de la quantité d'argile, de la structure du sol, de la pluviométrie, etc. Mais globalement, au moins au niveau de l'agriculture, il y a des choses de base qui sont, la couverture du sol. C'est-à-dire que toute l'énergie qui nourrit la planète, elle vient du soleil. Et grâce à des petits organes qui sont dans les plantes, qui s'appellent les chloroplastes, il y a la synthèse chlorophyllienne. On a tous appris ça. Enfin, moi, dans ma génération, dans les cours de sciences nat, c'est le CO2, l'H2O qui fait, grâce à l'énergie du soleil, qui se transforme en C6H12O6, en sucre. On fabrique notre énergie grâce au soleil. C'est un mécanisme de réduction du carbone. On met des hydrogènes dessus. Et après, c'est oxydé. Et après, cette énergie-là, elle nous fait vivre et fait vivre la planète, y compris d'ailleurs les carburants fossiles, hein, qui sont des végétaux fossilisés il y a très longtemps. Et donc déjà, pour qu'un sol soit en bonne santé, il faut qu'il soit nourri par les plantes. Donc il y a beaucoup de synthèse chlorophyllienne. Donc il n'y a rien de pire qu'un sol nu. Un sol nu, quand vous faites du blé, puis qu'après vous laissez le sol nu tout l'hiver ou une partie de l'été pour le relabourer quelques mois après, c'est pas bon. Il faut que le sol soit couvert, ça c'est qu'il y ait le plus de plantes possible sur le sol et le plus longtemps possible. Le deuxième point important, je vais en donner 3, c'est la rotation des cultures. Les grandes monocultures qu'on voit dans les plaines autour de Paris, en Beauce ou dans certains coins, où il y a, tous les ans vous pouvez passer avec le train, vous voyez toujours du blé dans la même parcelle. Blé sur blé sur blé. Moi, quand j'étais gamin au lycée agricole, on nous apprenait les rotations, les assolements, qu'il fallait pas faire la même culture 2 années de suite parce qu'on développait des ennemis des plantes. Ce système de monoculture dans les Landes, ils font du maïs depuis 30 ans sur les mêmes parcelles. Ils peuvent parce qu'il y a la chimie qui permet de le faire. Il y a les engrais, il y a les phytos, etc. Mais donc,
Un, il faut des sols couverts le plus longtemps possible. Deux, il faut une rotation des cultures. Il faut implanter dans les cultures des plantes qu'on appelle légumineuses, c'est-à-dire des plantes qui savent capter non seulement le carbone, mais aussi l'azote de l'air pour en faire des protéines pour la plante. Et donc, d'un coup, tu n'as pas besoin d'engrais azotés. Et puis, le troisième élément important, c'est de ne pas trop le matraquer, de ne pas trop passer trop souvent avec des engins lourds. Moi, je ne connaissais pas ça. Puis quand j'étais dans mon premier boulot, quand des paysans commençaient à me dire qu'ils faisaient du sans-labour, déjà ça, alors moi je trouvais merveilleux. Je me suis toujours dit, le gars qui a inventé le versoir, c'est génial, parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'un champ labouré. Quand tu vois les sillons qui luisent au soleil, tout ça. Puis le premier gars qui m'a dit, moi je laboure pas parce que c'est pas bon pour les sols. Et il m'a expliqué, il m'a dit, tu vois, tu t'habites dans un immeuble de 10 étages et puis hop, tu le retournes. Bah, toute la vie fout le camp. C'était une image, mais ça veut pas dire qu'il faut pas labourer, mais il faut labourer le moins possible, le moins profond possible. Faut pas passer avec des engins. Faut respecter le sol. Il faut respecter la vie du sol, et la respecter, c'est bien nourrir le sol avec quelque chose d'abondant, donc de la végétation le plus longtemps possible, avec des plantes comme le PNNS du sol, à manger varié et équilibré. Le sol, il faut aussi qu'il mange varié et équilibré, donc il faut des plantes différentes. Et puis, il ne faut pas tasser trop, il ne faut pas passer trop souvent, il ne faut pas labourer trop souvent, etc. C'est basique, hein, mais c'est le respect du sol, ça commence comme ça. Alors, justement, tu as fait des... Je peux me permettre de compléter, peut-être ? Oh, avec plaisir. Je suis pas agriculteur, mais je connais un petit peu l'agriculture. Il y a aussi l'importance de maintenir le pâturage, parce que le pâturage, il couvre le sol, il va stocker le carbone, et c'est extrêmement important. Et donc, pour qu'il y ait du pâturage, parce qu'il y a du pâturage, il faut qu'il y ait des herbivores, des ruminants. Donc, c'est très important qu'il y ait du ruminant, qui vont apporter des engrais organiques, qui vont enrichir encore le sol. Et donc, ça fait partie aussi d'un bon équilibre. S'il y a du bocage, du pâturage, il y a des haies. S'il y a des haies, il y a des petits oiseaux. S'il y a des petits oiseaux, il y a des petits animaux. Et il y a tout cet ensemble. Donc, finalement, avoir une agriculture, tu vas me contredire peut-être pas, je sais pas, une agriculture équilibrée, c'est une agriculture qui est un peu, comme on dit aujourd'hui, circulaire, avec de l'élevage, de la culture et des cultures en rotation, comme tu le disais très bien. Donc, voilà, donc c'est une agriculture complexe, c'est pas une mono-agriculture qui va être un petit peu ravageuse, si je puis dire. Oui, c'est la construction d'un écosystème. La prairie permanente bocagère, c'est l'exemple type, c'est jamais labouré, c'est toujours couvert. Tu ne me contredis pas, tu te donnes un excellent exemple. Il y a tout un tas de variétés florales, plus tu montes en montagne, puis il y a la variété, il y a le non-travail du sol, il y a la couverture permanente. Donc merci. Alors j'avais une question, donc je la garde. Tu as fait beaucoup d'études pour montrer quel était le lien entre la structure du sol et le contenu des plantes. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce que ça contient, une plante qui est dans un bon sol ? Alors, j'ai raconté une étude parce on a beaucoup bossé sur les animaux et l'impact de ce que mangent les animaux, ce qu'il y a dans le sol, ce que mangent les animaux et la santé de l'homme. Mais on a fait il n'y a pas très longtemps une étude que je trouve intéressante qu'on vient de publier avec des tomates produites sous serre. La majorité des tomates, l'immense majorité des tomates que vous consommez, c'est des tomates qui sont produites sur un support inorganique, c'est de la laine de roche, avec plein de petits tuyaux qui amènent à la tomate tout ce dont elle a besoin. Elle a du soleil, elle a de la chaleur, elle a tous les nutriments qui arrivent et pousse. Et on a pris dans une exploitation sous serre de la région nantaise, il y a un agriculteur qui avait envie de faire autrement. C'est un long process. Il a commencé il y a 7 ou 8 ans et il a commencé à mettre de la terre dans les bacs en béton, et puis il a fini par casser le béton et puis à faire que ces tomates poussent dans le sol. Alors ça a l'air ridicule de dire ça quand je raconte ça à mes copains à Rennes. Ils disent mais toutes les tomates poussent dans le sol. Ben non, dans votre jardin peut-être, mais les tomates qu'on consomme, non, elles poussent pas dans le sol, elles poussent sur des supports de laine de roche. Et
Et donc à un moment on s'est dit, bon, si la théorie de la microbiologie du sol, etc. est vraie, je devrais retrouver une nutrition meilleure dans des tomates plus denses nutritionnellement quand elles poussent dans un sol vivant. Et là on était déçus, on envoyait ça à l'INRA, même jour, même variété de tomates, au même endroit, etc. Et on a regardé ce qu'on regarde dans une tomate, la quantité de lycopène, un antioxydant de la tomate, du bêta-carotène, vitamine A, il y avait des toutes petites différences, pas grand-chose. Parce qu'en fait, dans les tuyaux qui nourrissent les tomates, ils amènent tout ça. Ils amènent des vitamines, ils amènent même des mycorhizes des fois. Alors on s'est dit, c'est pas possible. Donc on a travaillé, on a été voir les chimistes de l'université de Rennes, on leur a dû essayer d'analyser, de voir. Donc on a fait ce qu'on appelle de l'HPLC, de la chromatographie, pour séparer les constituants de la tomate, et on s'est rendu compte que les tomates qui poussaient en pleine terre, en sol vivant, elles avaient une signature biologique qui était différente. C'est-à-dire qu'on voyait plein de petits pics, plein de petites molécules qu'on ne savait pas identifier, mais qui venaient de la microbiologie du sol. Il y avait une signature biologique différente, c'était pas les mêmes. Et ensuite, on a eu l'idée d'imprégner les plaques de chromatographie d'un pro-oxydant. Bon, c'est des tests chimiques classiques, et on s'est rendu compte que chacun de ces pics avait une fonction, et avait une fonction antioxydante, donc plutôt intéressante pour l'homme, parce que la tomate, le plant de tomate avait fabriqué ça, l'avait transféré dans le fruit, et ça on l'avait que dans les tomates produites en plein sol, et pas dans les tomates produites hors sol sur laine de roche, même si elles étaient très bien nourries artificiellement, il manquait encore quelque chose. C'est difficile de reproduire la beauté, la complexité de la vie, hein. Et donc on était contents, et au final, il y a, selon les tests qu'on fait, il y a une moyenne de 20% de ce qu'on appelle la capacité antioxydante, donc de tous ces nutriments qui participent à lutter contre un excès d'oxydation chez l'homme dans les tomates produites en sol vivant. Alors je raconte ça parce que c'est une belle histoire, elle est récente en plus, elle est récente, elle vient d'être publiée, et même si on nourrit très bien artificiellement les tomates en hors sol, on n'arrive pas à faire aussi bien que les tomates qui poussent en pleine terre, et on était content de démontrer ça, parce qu'il y a un rationnel derrière. C'était pas une idéologie, c'était un rationnel de dire la diversité, la densité de la vie du sol doit produire tous ces composants, ils appellent ça des phytonutriments, tous ces petits nutriments. Il y a un acide aminé qui est spécifique des champignons du sol qu'on retrouve, qui s'appelle l'ergothionéine, qui a un rôle en santé humaine. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais il y a des différences, et franchement les mettre en évidence, c'est du bonheur. Et alors donc là vous donnez un exemple de ce qui se passe donc dans les plantes, de ce que le sol apporte aux plantes, et vous avez aussi beaucoup travaillé sur des animaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez pu constater sur les animaux ? Je peux raconter ma vie vite fait. Comment, parce que je ne suis pas arrivé un jour en me disant, en sortant de l'école, je vais démontrer ce lien. Moi, je suis sorti de l'école d'agronomie en 78, et mon premier boulot, c'était en Bretagne, dans des élevages, et c'était l'époque où, je me souviens, les chambres d'agriculture faisaient des documents qui disaient, pour les vaches, maïs, soja, ça marche. Et là, la technique de l'époque, c'était de faire ce qu'on appelait le libre service maïs, donc c'était des gros tas de maïs en silage avec un fil électrique devant. Les vaches allaient manger au silo, après elles allaient en salle de traite matin et soir, et il y avait des tirettes et on leur donnait des tourteaux de soja. Et les vaches, elles faisaient du lait, mais elles avaient beaucoup de mal à faire des veaux. Il y avait beaucoup de problèmes, c'était les médicaments vétérinaires se vendaient beaucoup. Et moi, j'étais un peu à contre-courant. C'était l'époque, et c'était l'époque où les fabricants d'aliments du bétail allaient acheter des terres au Brésil pour faire produire du soja, etc. Et moi, avec quelques copains, on a démarré une mise en culture des idées d'agronome de base, hein, ce que je disais tout à l'heure sur le sol. On a fait mettre en culture du lupin, du pois, de la févrole et du lin, parce que c'était une région en Bretagne où il y avait du lin oléagineux dans le temps.
Et puis on en a fait un aliment pour les vaches l'hiver quand il n'y a plus d'herbe. Et alors, c'était compliqué économiquement parce que ça coûtait plus cher que le soja. Mais les éleveurs achetaient ça en disant ça coûte plus cher, mais les vaches fécondent mieux, elles ont meilleur poil, etc. Et la première étude avec l'INRA et l'Institut de l'élevage, donc j'avais créé mon entreprise à ce moment-là pour faire ça. Et la première étude, on a mesuré ce que disaient les observations d'éleveurs. On a mesuré effectivement sur des troupeaux, enfin 2 troupeaux de vaches, témoins expérimental, que les vaches faisaient un lait différent et surtout qu'elles fécondaient mieux. Et quand on se dit pourquoi elles fécondent mieux, je raconte l'histoire parce que si vous me laissez la raconter, je vais essayer de faire court quand même, pas de tout raconter dans le détail. Et on essayait de comprendre pourquoi elles fécondaient mieux, pourquoi elles prenaient le veau plus tôt. Et il y a une stagiaire qui m'a dit, mais tu sais, dans le lin et dans l'herbe, il y a des oméga 3 et dans le maïs, des oméga 6. Et c'est des précurseurs de prostaglandine. Ça joue. En fait, le copain de cette stagiaire faisait une thèse sur les oméga 6 et les oméga 3 à l'INSERM. Et ça, c'est marrant. On commençait à lire, il n'y avait pas Internet, mais on commençait à lire des choses qu'il y avait une carence en oméga 3 dans la population française, ou un déficit au moins. Et du coup, c'était assez facile de poser l'hypothèse, vu de l'endroit où on était, de dire mais peut-être que si ce déficit existe et qu'il n'existait pas il y a 50 ans, c'est qu'en passant les vaches de l'herbe au maïs, on les a passées des oméga 3 aux oméga 6 en gros. Et peut-être qu'un certain nombre de maladies qu'on appelle inflammatoires à bas grade viennent de là. Et de là, on s'est mis à développer, à faire notre première étude clinique, etc. Puis alors, avant que tu continues, je propose que vous nous expliquiez quelle est la différence entre les oméga 3 et les oméga 6 et à quoi ça sert. Ah oui, alors ça fait partie des acides gras qu'on appelle polyinsaturés, donc c'est 2 grandes familles qui sont complémentaires. Il ne faudrait pas penser que l'une est bonne et l'autre mauvaise, parce que c'est toujours trop schématique. Ce qui n'est pas bon, c'est d'avoir trop peu d'oméga 3 et d'avoir trop d'oméga 6. C'est ça qui n'est pas bon. Mais sinon, les oméga 6, c'est très bon. Les oméga 3, bien sûr, c'est très utile. Ils ont des fonctions tout à fait importantes. Ils sont apportés par l'alimentation parce qu'on ne peut pas les fabriquer. L'organisme doit les manger parce qu'on ne peut pas les fabriquer. Et donc, ces acides gras ont des fonctions très importantes dans l'organisme sur l'immunité, l'inflammation, la dilatation des artères, beaucoup de choses. Et effectivement, c'est important d'avoir un bon équilibre. Dans des pays comme les États-Unis, par exemple, c'est assez dramatique parce qu'ils ont une très mauvaise proportion, beaucoup d'oméga 6, parce qu'il y a beaucoup de maïs, beaucoup de soja surtout. En France, c'est pas si mal que ça. Et ça s'améliore encore. Alors, peut-être à la faveur de Bleu Blanc-Cœur, qui a augmenté un peu les oméga 3 dans l'alimentation animale. Et puis parce qu'on a quand même modifié les sources d'huile en France. Il y a 50 ans, c'était arachide, puis ensuite c'était tournesol, etc. Et aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup plus de colza, ce qui est pas mal. Et d'ailleurs, on reflète ça très bien dans le lait maternel. Le lait des femmes françaises, c'est très nettement amélioré depuis une trentaine d'années, grâce aux changements alimentaires qui petit à petit se font. Et donc, c'est plutôt une bonne chose. Tout va pas mal, c'est un peu mon credo. Et il y a des choses qui vont très mal, il y a des choses qui vont mieux. Et donc, voilà. Les oméga 3, c'est complexe. Tout le monde en parle. Oui, c'est comme les fricadelles. Tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est. Ce sont des longues chaînes d'acides gras. Et il y a 2 sortes. Il y a une sorte qui vient du monde animal et végétal. On entend parfois des bêtises. Les gens disent oméga 3, c'est végétal. Pas du tout. Les oméga 3 sont dans le monde végétal, mais pas dans le monde animal. C'est un acide gras qui est assez courant, mais pas assez quand même. Puis il y a des oméga 3 très longs qui viennent du poisson. Et ceux-là, il faut vraiment qu'on puisse les manger parce que notre organisme ne réussit pas bien à les fabriquer. Et donc un bon équilibre en acides gras, c'est de manger varié avec des produits Bleu Blanc-Cœur, bien sûr, avec des huiles diversifiées, et de manger aussi un peu de
produits de la mer, un peu de poisson, ça nous permet d'avoir un bon équilibre en acides gras. Voilà, donc pour les oméga 3, les oméga 6. Une petite question, l'inflammation de bas grade. Est-ce qu'en quelques minutes, on peut savoir ce que c'est? C'est intéressant, c'est un concept assez nouveau que Pierre vient de souligner. En fait, quand vous mangez, il y a tout de suite après que vous ayez mangé un repas, quel qu'il soit, une production de molécules dans le sang qui crée une inflammation brève et qui redescend après le repas. Elle est physiologique. On n'en connaît pas bien les raisons, mais elle est physiologique. Tout le monde a ça. Il y a une deuxième inflammation, qui est l'inflammation aiguë, qui est une réponse de l'organisme face à une agression, un microbe par exemple. Celle-là, on la met de côté, elle ne nous intéresse pas. L'inflammation chronique, ce n'est pas celle qui se passe quand on mange, ce sont des gens, quand on fait des analyses, ils ne sont plus en postprandial, ils ne sont pas après le repas, ils sont entre les repas, et on trouve des marqueurs un peu trop élevés en permanence. Et ces marqueurs, c'est notamment ce qu'on appelle la CRP ultrasensible, que je mesure facilement. Alors pourquoi est-ce qu'elle est élevée, cette CRP ultrasensible ? Il y a pas mal d'hypothèses, dont celle, bien sûr, de l'alimentation, qui peut jouer un rôle, mais il y a d'autres facteurs. Par exemple, quand vous êtes en excès de poids, vous produisez aussi des molécules qui sont inflammatoires. Quand vous avez un mauvais microbiote, vous produisez aussi des molécules qui sont inflammatoires. Et puis l'alimentation, donc les acides gras, quand ils sont bien choisis, les oméga 3 sont plutôt anti-inflammatoires. Alors moi j'aime pas trop parler d'alimentation anti-inflammatoire ou pro-inflammatoire parce que on a l'impression qu'il y a un incendie et qu'il faut l'éteindre, mais globalement c'est ça. Alors le lien avec les maladies, c'est assez curieux parce qu'il y a beaucoup de maladies où il y a un processus inflammatoire qui existe. Ce qu'on ne sait pas, c'est si ce processus inflammatoire est la cause ou simplement le signe d'une maladie. Donc il faut encore beaucoup de travaux pour pouvoir démontrer réellement son importance. Mais en tout cas, on le trouve dans beaucoup de maladies comme un symptôme biologique, y compris des maladies comme la dépression, par exemple, où on trouve une inflammation dans le cerveau, ou les maladies cardiaques, etc., etc. Et donc, voilà ce que c'est que l'inflammation bas grade, qui est peut-être aussi favorisée par des facteurs alimentaires vraiment simple, mais que vous allez vite comprendre, puisqu'il y a une inflammation qui survient physiologiquement après qu'on ait mangé, c'est normal, on a tout ça, on fait partie de la physiologie. Si vous mangez tout le temps, cette inflammation, elle ne descend pas. Et donc, on voit très bien que les modes alimentaires à l'américaine, c'est-à-dire, quand on fait des études chez les Américains, ils mangent 14 heures par jour. Et ils mangent tout le temps. Ils sont toujours en train de manger. Là, ici, vous seriez aux États-Unis, vous seriez en train de bouffer. Il y aurait des machins ici. Bon, nous, on a pris des petites bricoles avant d'être ensemble. Là. On a pris quelques pop-corn. Bon, c'est pas très diététique, mais c'est pas grave. Mais aux États-Unis, 14 heures. Et donc, tout ça, ça contribue à une inflammation. Alors maintenant, l'inflammation, j'ai arrêté parce qu'il ne faut pas être trop long. L'inflammation, si vous voulez, c'est un peu la nouvelle mode en matière de biologie, comme le microbiote, comme il y a 20 ans ou 30 ans, c'était le stress oxydatif. Il faut se méfier des modes, parce que ça ne peut pas tout résumer. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est un élément quand même intéressant. Et une bonne alimentation va plutôt contenir des aliments qui auront des propriétés, disons, qui vont favoriser plutôt un état anti-inflammatoire, les bons acides gras, on en a parlé, les bonnes fibres alimentaires pour un bon microbiote, et puis je répète aussi, je le disais tout à l'heure, un poids qui est correct. Voilà, ça fait partie des choses un petit peu nouvelles. J'en parle dans mon petit livre, 40 idées fausses sur le régime. Alors, vous avez parlé du microbiote. Et alors, quel lien y a-t-il entre le microbiote du sol, des plantes, des animaux, des humains? Est-ce qu'on retrouve des mêmes microbes? Tu peux commencer, je continuerai. Oui, alors il y a des microbes partout.
Alors dans le sol, il y en a énormément, dans les plantes, il y en a, dans les animaux, il y en a. C'est pas forcément les mêmes. Je vais vous raconter la dernière étude clinique qu'on est en train de publier. C'est avec des mamans enceintes qui ont été recrutées au CHU de Rennes. Elles étaient enceintes et en intention d'allaiter. Elles étaient au 6e mois. On leur a proposé de rentrer dans une étude et elles mangeaient la même chose dans les deux groupes, donc un groupe témoin puis un groupe bleu blanc cœur. Et elles mangeaient soit une alimentation classique, soit exactement les mêmes aliments et les mêmes repas, mais avec une façon de produire les aliments qui était la façon de bleu blanc cœur. On en dirait peut-être un mot tout à l'heure. Donc avec ce lien au sol, avec cette diversité, avec cet équilibre dans les sols et dans les auges. Et l'endpoint, comme le critère de jugement principal, c'était la composition du lait des mamans, parce qu'elles allaitaient 21 jours après l'accouchement, justement en oméga 3 et le rapport oméga 6, oméga 3. Et Jean-Michel le disait tout à l'heure, on suit l'alimentation ce rapport oméga 6, oméga 3 dans la composition du lait maternel des mamans depuis quelques décennies. Nous, on avait publié un truc en 2006 avec Gérard Ayot, où on avait suivi, parce qu'il y a des bibliothèques de lait maternel dans les hôpitaux. En 1960, le rapport oméga 6 sur oméga 3 du lait maternel, il était de 5 oméga 6 pour 1 oméga 3. En 2000, il était monté à 22. Et maintenant il est redescendu à 15. C'est ce que je chiffre ce que tu disais tout à l'heure. Et les mamans ont changé un peu leur façon de manger, mais la façon de produire a beaucoup changé. Et l'hypothèse que je posais tout à l'heure de dire quand on passe les vaches de l'herbe au maïs, on passe d'une alimentation oméga 3 à une alimentation oméga 6, on perturbe les équilibres. Et là donc ces mamans, le taux d'oméga 3 dans le lait maternel des mamans bleu blanc cœur était peu importe le chiffre, mais il y avait 75% de plus que dans le lait des mamans conventionnelles. Et alors, est-ce que ça a comme conséquence sur le microbiote et des mamans et des enfants? Alors, moi j'ai découvert dans cette étude, parce qu'il y avait plusieurs labos de l'INSERM et de l'INRA qui travaillent sur la composition du lait maternel. Jean-Michel dit dans ses livres qu'il n'y a pas de bon aliment, il n'y a pas d'aliment parfait, sauf le lait maternel sur les premiers mois de vie. Et c'est incroyable la composition du lait maternel. Je le découvre, hein, pour moi c'est nouveau. Et le lait maternel, il va construire le développement et l'immunité de l'enfant. Il y a tout un tas de molécules qui transfèrent de l'immunité de la maman à l'enfant. Il y a des immunoglobulines, il y a des protéines de l'inflammation, il y a des HMO, des oligosaccharides qui ont des rôles immunitaires, etc. Et tout ça pour arriver au microbiote du bébé à 21 jours qu'on a analysé. Et là, c'était plus une histoire d'oméga 6 et d'oméga 3. Il y avait un microbiote vraiment différent, significativement différent et meilleur dans le groupe des mamans bleu blanc cœur par rapport aux mamans conventionnelles. Et je trouve que cette étude-là, elle est vraiment très forte parce qu'il y a un lien qui va vraiment de la santé du sol. Parce qu'on n'a pas changé la façon de manger des mamans. On a changé la façon de manger des vaches, des poules. On n'a pas donné des oméga 3 à la maman, on a donné du lin et de l'herbe, du lin aux poules et de l'herbe aux vaches pour le beurre et l'omelette de la maman. Et on a eu ces différences à la sortie. Alors je ne sais pas si l'amélioration du microbiote elle est liée à, on ne sait pas pourquoi, c'est sans doute pas le microbiote du sol qui passe dans la plante et puis dans la poule et puis dans le lait de la maman, mais le microbiote du bébé à 21 jours, les spécialistes disent que c'est 50% l'environnement. On dit que le microbiote du nouveau-né, c'est le microbiote de la couveuse, en gros. Du prématuré, pardon, c'est le microbiote de la couveuse. On dit 50% c'est l'environnement, 25% c'est la maman, 25% c'est le lait. On n'a pas réussi à analyser le microbiote du lait, mais en tout cas, on a cet effet chaîne alimentaire. Le titre de l'article, c'est en anglais One Health Randomized Clinical Study, une étude clinique, une étude humaine randomisée, One Health, santé unique, parce qu'on n'a pas changé ce que mangeaient les mamans. On mesure l'impact, encore une fois, ce qu'ont mangé les sols, les poules, les vaches qui ont nourri les mamans. Et à la sortie, on a un changement dans le microbiote qui est positif, puis plein d'autres choses qui ont changé. Et tout ça, c'est la complexité de la vie, hein, et des déséquilibres qu'il faut. Quand Jean-Michel explique l'inflammation, l'anti-inflammation, ces équilibres, je veux juste rajouter que le précurseur de la famille des oméga 3,
il n'y a que les végétaux qui savent le fabriquer. Les poissons sont riches en oméga 3 parce qu'il y a des algues. Et les algues font la synthèse chlorophyllienne. Et la synthèse chlorophyllienne, ça se fait dans ces chloroplastes qui sont bourrés d'oméga 3. C'est là qu'ils sont fabriqués. Les animaux ne savent pas fabriquer ça. Par contre, les animaux savent les allonger, les désaturer pour en faire des acides gras qu'on dit marins. Mais il y en a aussi dans les œufs, quand les poules ont mangé du lin ou de l'herbe. Il y en a aussi... un peu dans les viandes quand les animaux mangeaient de l'herbe, et c'est compliqué, mais c'est vraiment une belle histoire de chaîne alimentaire parce que ça commence avec la microbiologie du sol, ça continue avec les synthèses végétales, et après il y a c'est de la biochimie au sens chimie du vivant, au sens propre. Quand on arrive au bout et qu'on est donc au microbiote du bébé, est-ce que ce microbiote, parce qu'il est plus riche, va lui donner des chances en termes de santé en plus ? Alors, le microbiote est déterminé par un nombre absolument incroyable d'événements dans l'existence, et il a des impacts sur la santé, pour répondre à votre question. Mais peut-être, juste avant de répondre à la question, quels sont les déterminants principaux ? Le premier, c'est celui qui survient dans les premières heures de l'existence, c'est-à-dire au moment de l'accouchement. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert depuis quelques années, qui n'est pas assez connu, malheureusement. C'est que quand les enfants naissent par voie basse, parce que les mamans ont accouché par voie naturelle, eh bien, l'enfant va attraper, entre guillemets, le microbiote de sa mère, au lieu d'attraper, comme pour un accouchement par césarienne, le microbiote de la salle d'opération. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que ce microbiote, il va atteindre beaucoup plus rapidement une diversité et qui va rester longtemps. Le deuxième élément qui va entretenir ce microbiote, c'est le lait maternel qui contient de la nourriture pour le microbiote et également des micro-organismes. Et donc une maman qui, par chance, peut accoucher par voie basse et allaiter son bébé, elle lui donne beaucoup de chance. Alors, je ne veux pas culpabiliser les mamans qui ont accouché par césarienne et dramatiser ceux qui sont nés par césarienne, mais manifestement, il y a quelque chose. L'impact est extrêmement important, et je donnerai un exemple, c'est sur le risque d'obésité. Le risque d'obésité pour un enfant qui est né par césarienne est augmenté de 30 à 80%. C'est absolument énorme. Et si la maman était elle-même obèse, le risque d'obésité est augmenté de 200%. C'est-à-dire que c'est absolument considérable. Ça n'a rien à voir avec le fait de manger gras ou pas gras. Manger gras n'a pas beaucoup d'importance sur le risque de prendre du poids. Ce n'est pas un facteur essentiel, contrairement à ce qu'on entend souvent. Donc c'est vraiment tout à fait important. Mais il n'y a pas que l'obésité. Il y a aussi énormément d'autres maladies qui sont plus importantes quand le microbiote est déséquilibré. Après, on peut dire à peu près toutes les maladies chroniques sont associées à un microbiote qui est perturbé. Ce qui ne veut pas dire qu'il est responsable absolument de tout. Il ne faut pas tomber dans la microbiotomania qui serait de dire il n'y a que ça qui compte, ça serait une erreur. Mais c'est un élément important et on sait pourquoi aussi. Et puis, ce microbiote donc, est aussi entretenu pendant la grossesse par l'alimentation de la maman. Par exemple, il y a des études qui montrent qu'une maman qui mange beaucoup de fruits et légumes, eh bien, elle transmet à son enfant un microbiote qui est différent. C'est absolument incroyable. Donc, pendant la grossesse, elle-même, ça aura un impact sur le microbiote de son enfant. Puis après, pendant toute l'existence, il y a d'autres événements qui vont intervenir. Éventuellement, la prise d'antibiotiques joue un rôle, pas majeur, mais un rôle. Et puis l'alimentation, bien sûr, joue un rôle très très important sur l'entretien du microbiote. Le fait de manger des aliments fermentés, par exemple des yaourts extraordinaires, c'est des aliments qui sont fabuleux, on devrait leur donner un prix Nobel à ces aliments. Tous les aliments fermentés, les fromages également. Voilà, donc ça en fait partie. Et puis les aliments riches en fibres. Et puis il y a les ennemis du microbiote. Un certain nombre de produits chimiques qui sont présents dans notre environnement, bien sûr, certains perturbateurs, certains émulsifiants, d'autres molécules externes, bien sûr, qui peuvent jouer aussi un rôle.
Mais aussi des choses aussi banales que le tabac, l'activité physique, le stress jouent sur le microbiote. Donc voilà, le microbiote est une découverte importante parce que c'est un peu une plaque tournante sur les interactions entre l'extérieur et l'intérieur. Alors ça n'explique pas tout, mais manifestement, comme tu disais tout à l'heure, c'est un allié, ça peut être éventuellement un ennemi. C'est pas si facile de savoir si on a un bon microbiote. Par contre, c'est facile d'avoir un bon microbiote grâce à une bonne hygiène de vie. Mais l'analyser et l'interpréter, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Alors, ça n'empêche pas toutes les maladies, ça n'explique pas toutes les maladies, mais ça joue un rôle, manifestement. Et je pense que demain, on aura sans doute d'autres applications. Et en quoi l'alimentation est-elle une alliée de la santé et jusqu'où on a beaucoup parlé des bébés, mais alors est-ce que tout se joue à la naissance ou... J'imagine que non, mais pouvez-vous nous le dire, je peux préciser, je pense que c'est important. L'alimentation et la santé, vous voulez un traité de combien de pages et un topo de combien de jours? C'est évident, l'alimentation joue un rôle important, avec cependant toujours la prudence qui est la suivante, c'est qu'on est tous différents, il y a des facteurs génétiques très très importants qui expliquent qu'à alimentation égale, on n'a pas tous les mêmes effets, que ce soit sur le poids par exemple, mais sur des tas de choses. L'alimentation explique beaucoup, mais elle ne fait pas tout. C'est un peu décevant, mais c'est la réalité. L'alimentation nous permet de mettre plus de chances de notre côté. Mais vous pouvez avoir une très bonne alimentation et avoir des sacrés problèmes de santé. Une très mauvaise alimentation, vous avez parfois des gens qui passent à travers la raquette, comme on dit. Mais globalement, oui, une bonne alimentation est importante pour l'état de santé, c'est sûr. Associée à l'activité physique, associée au sommeil, associée... Bon, c'est tous les grands axes de la prévention d'aujourd'hui. Alors, quelle alimentation? Bon, il y a bien sûr... enfin, pour moi, c'est l'essentiel. Il y a 3 clés à l'équilibre alimentaire. Le premier, c'est la quantité. Le deuxième, c'est la variété. Et le troisième, c'est la qualité. Alors sur la qualité, effectivement, je rejoins tout à fait Pierre. Moi, je dis toujours qu'un bon aliment, c'est un aliment qui est au mieux de sa forme. C'est quoi être au mieux de sa forme? C'est la forme qu'il peut avoir. Tous les aliments ne peuvent pas être identiques. Au mieux de sa forme, donc bien produit, bien transformé, bien cuisiné. Voilà, c'est tout ça. D'accord. On parle, enfin, en tout cas dans ton livre, on parle beaucoup de maladies de civilisation. Parce que statistiquement, il y a quand même des maladies dont la prévalence a augmenté largement. C'est quoi une maladie de civilisation? Est-ce qu'on peut un peu les citer? Ouais, c'est difficile à dire, parce que en fait les maladies infectieuses ont diminué, les maladies chroniques sont apparues, on pourrait appeler ça les maladies de civilisation. Il faut se méfier un peu de ce terme, parce qu'il voudrait dire que notre civilisation est pourrie, etc. La longévité, l'espérance de vie ne fait qu'augmenter. Elle augmente quand même de 2 ans tous les 10 ans. L'espérance de vie en qualité augmente aussi, quoique certains contrairement à ce que certains disent. Et donc tout va pas si mal que ça quand même. Et quand vous voyez des gens de 80 ans aujourd'hui, ils sont quand même souvent en très bonne santé. Et du fait de la longévité, il y a aussi des maladies qui ont le temps d'apparaître. Mais contrairement à ce qu'on pense, bien sûr l'obésité augmente, le diabète augmente, les maladies cardiovasculaires diminuent, mais les cancers augmentent un peu, puis ça dépend des pays. Mais par exemple, vous prenez des maladies typiquement dégénératives comme Alzheimer et DMLA. Tout le monde connaît la DMLA, les gens disent j'ai la macula. D'accord. DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Qui est une maladie dans laquelle la nutrition joue un rôle tout à fait important. Alzheimer, la nutrition joue un rôle, petit rôle, un rôle. Eh bien, ces maladies, contrairement à ce qu'on pense, ce qu'on dit souvent, ont une prévalence qui diminue de décade en décade depuis 30 ans à peu près.
Attendez, docteur Le Cerf, vous n'êtes pas au courant, là, vous êtes dépassé. La DMLA a une prévalence de décade en décade qui diminue depuis une trentaine d'années aussi. Bon, mais il y en a de plus en plus. Mais il y en a de plus en plus parce qu'on est de plus en plus nombreux à être âgés. Mais à même tranche d'âge, aujourd'hui, à 70 ans, il y a moins de maladies d'Alzheimer qu'il y en avait il y a 30 ans. Et il y en a plus chez les jeunes, hein. Mais il y a de plus en plus de jeunes. Il y a quelques Alzheimer chez les personnes jeunes, mais donc, si vous voulez, pourquoi est-ce que il y en a plus en nombre absolu, mais à une décade donnée, ou à la même décade, il y en a de moins en moins. Et Pourquoi ? pour les cancers, ça augmente, non? Oui, alors le cancer augmente parce que les maladies cardiovasculaires diminuent. Il y a aussi tout cela qu'il faut bien voir. C'est compliqué, l'épidémiologie. C'est pas uniquement... voilà, il faut bien mourir de quelque chose. Il vaut mieux mourir en bonne santé. Mais voilà. Donc, il y a des cancers qui augmentent, c'est sûr. Et des cancers qui sont préoccupants. On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs. Comme le pancréas, par exemple, qui est quand même un cancer extrêmement préoccupant. Les hypothèses sont assez pauvres encore aujourd'hui. Voilà. Donc... les maladies de civilisation sont aussi l'expression de l'ensemble de la longévité, de l'espérance de vie, des autres maladies, du niveau de vie. Voilà. Ce qui est préoccupant quand même, il faut le reconnaître, c'est l'augmentation par exemple du diabète dans tous les pays en voie de développement, c'est dramatique. Hein. Et c'est lié sans doute au télescopage entre un changement de vie très rapide, mode de vie très rapide, une alimentation qui balayait les traditions alimentaires, notamment méditerranéennes, la sédentarité aussi, peut-être le tabagisme qui joue un rôle aussi, enfin voilà. Donc voilà, un certain nombre de petites réflexions. Tu veux compléter ? Je peux compléter, il y a des choses, après ces divergences d'appréciation, il y a quand même à minima des diabètes, obésité qui touchent quand même de plus en plus de... Ils appellent ça, les maladies épidémiologiques, ils appellent ça des maladies épidémiques non transmissibles. Oui, c'est ça. La consommation de sucre, par exemple, en excès chez les enfants, c'est assez dramatique, hein, c'est sûr. Avec des maladies du foie qu'on ne voyait pas avant chez les enfants, diabète qu'on ne voyait pas avant chez les enfants. La consommation de boissons sucrées pose un problème énorme. Énorme. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel il faut se mobiliser. Les boissons sucrées, c'est vraiment... c'est dramatique. Des gens qui boivent du coca à table... Mais moi, j'étais en Algérie il y a quelques temps, parce que je participais à un congrès. Il n'y avait que du coca à table pour les adultes. Il n'y a que du coca à table. De l'eau et du coca. Alors, ils ont une autre explication, c'est qu'il n'y a pas de vin. Il n'y a pas de vin. Donc, il y a du coca. Non, moi, je voulais rajouter un truc. Alors, je racontais ma vie parce que je veux la raconter, mais parce que ça explique. Je ne me suis pas intéressé, je ne suis pas médecin, je ne me suis pas intéressé à l'alimentation humaine. Enfin, je m'y suis intéressé qu'après m'être intéressé à l'alimentation des sols et des animaux, etc. Et il y a des mécanismes qui transcendent tout ça, qu'on voit partout. Et il y a notamment, il y a deux mécanismes qui, moi, m'ont toujours intéressé, c'est les mécanismes de l'oxydation et les mécanismes de l'inflammation. Je vais dire comment je les vois, sous ton contrôle. C'est des équilibres. Quand tu vis, tu t'oxydes. La synthèse chlorophyllienne, le début de la vie sur Terre, c'est une réduction. Et après, on oxyde ces sucres pour respirer, pour vivre, etc. Et on produit ce qu'on appelle des radicaux libres, des électrons qui se baladent. Et c'est marrant parce qu'on parle du stress, les agronomes parlent du stress du sol. Il y a le stress du sol, il y a le stress des plantes, il y a le stress des animaux, il y a le stress des gens. On pourrait toujours le mesurer en millivolts, c'est le même. C'est un flux d'électrons qui se baladent. Et la vie, elle a eu l'intelligence ou le créateur, je ne sais pas comment il faut dire ça, mais quand tu regardes ces mécanismes-là et quand tu essayes de les comprendre, tu es quand même un peu admiratif parce que tu ne peux pas vivre si tu ne crées pas, si tu ne t'oxydes pas. Par contre,
il y a des molécules qui captent ces excès de radicaux libres. Si tu stresses, que tu sois un sol, une plante, ou toi tu stresses parce que tu as un examen, eh ben, tu produis beaucoup de radicaux libres. Si tu cours, si tu fais beaucoup de sport, eh ben, tu vas produire beaucoup de radicaux libres. Et en face, il y a des mécanismes, des voies métaboliques qui se mettent en place pour capter ces radicaux libres en excès. C'est ce qu'on appelle les antioxydants. Alors, il y a des antioxydants endogènes qu'on sait fabriquer. Donc si tout va bien, si l'équilibre est parfait, eh ben, on sait fabriquer, on produit des radicaux libres et on sait les capter, on sait les éliminer. Et puis à un moment, il faut des alliés. Ces alliés, ils viennent de l'extérieur, ils viennent essentiellement des plantes. C'est toutes ces molécules avec un nom bizarre. Là, il y a beaucoup d'articles sur les antioxydants du thé, du café, du chocolat, des légumes, etc. Il y en a une infinité, les polyphénols, etc. Tu parlais de l'alimentation méditerranéenne, c'est une alimentation très riche en ces antioxydants. Et ces antioxydants qui viennent des plantes, ils sont fabriqués par la microbiologie du sol pour que la plante se défende. Parce que la plante, elle produit beaucoup de radicaux libres, énormément. Donc elle a besoin de... Quand tu regardes les arbres, les vieux arbres qui vivent longtemps, ils sont très riches en tanins, en polyphénol, en substances antioxydantes. C'est pour ça qu'ils vivent longtemps, enfin, je crois, je dis ça comme ça. Et donc tu as ce lien qui commence avec cet équilibre qui est la base de la vie, hein, l'oxydation et la réduction, l'oxydation et l'antioxydation. Ça commence par des équilibres qui se maîtrisent déjà dès le sol. Et puis après, si dans notre corps à nous, il y a trop de radicaux libres, là peut démarrer, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure en période postmondiale, là peut démarrer l'inflammation. Et l'inflammation, tu l'as dit, il faut de l'inflammation, il faut se défendre. Il faut produire ces molécules inflammatoires qui vont réagir à l'arrivée d'un virus, à l'arrivée de quelque chose. Et s'il y a beaucoup de radicaux libres, de l'oxydation, on passe à l'inflammation. Et là arrive cet équilibre assez intéressant entre oméga 6 et oméga 3, et qui est un équilibre biologique. Tu peux le voir comme deux molécules que tu achètes à la pharmacie en complément alimentaire. Tu peux le voir aussi avec l'équilibre que je décrivais tout à l'heure entre le maïs qui est riche en oméga 6 et l'herbe ou la graine de lin qui sont riches en oméga 3. Et donc tous ces équilibres, la notion, je voulais raconter d'où je venais, parce que je me suis pas réveillé un matin en disant voilà, One Health, c'est un concept fantastique, il s'est construit, je suis parti du sol, je suis passé par les animaux pour arriver à l'homme, et puis petit à petit c'est un lien comme ça qui se construit. Moi j'ai ma vision, hein, qui est celle d'abord de l'agronome, mais je trouve que ces équilibres, il faut absolument les préserver. Parce que en bout de chaîne, c'est notre vie à nous et notre santé à nous qui sont en jeu. Et puis, bon, je ne sais pas si on pourra en dire un mot, mais il y a aussi toute la partie, puisque c'est les jeudis de l'écologie, je ne sais pas comment vous appelez vos rencontres, on est à l'Académie du climat, on peut aussi parler de l'impact des pratiques agronomiques pour la santé, mais aussi pour le climat, quand tu stockes du carbone dans le sol, dans des systèmes un peu résilients, ou quand les vaches mangent autrement et dégagent moins de méthane qu'un gros gaz à effet de serre, ou quand tu as des légumineuses. Oui, ça, il faut parler du méthane, parce que ça, c'est un truc qui m'a étonné dans ton livre. Parle-nous du méthane et des vaches. Eh ben... alors, je remonte dans le temps, 95 à 94, quand on fait notre étude avec les deux groupes de vaches, donc c'est l'hiver, il n'y a pas d'herbe, les vaches mangent du maïs ou du foin qui est complémenté soit avec du lin, soit avec du soja. Et on se rend compte que les vaches qui fécondent mieux, celles qui mangent du lin par rapport à celles qui mangent du soja, elles mangent moins, parce qu'on est dans une station expérimentale et on pèse ce que mangent les vaches, elles produisent autant de lait, elles prennent du poids comme les autres, elles mangent moins. Alors on se dit, tiens, pourquoi? Et on va voir un spécialiste de l'INRA, c'est Jean-Pierre Joigny à l'époque, qui me dit, mais c'est sans doute qu'elle dégage moins de méthane. Puis il m'explique une petite équation biochimique, que si elle mange des oméga 3, elles dégageront moins de méthane, parce qu'il y a une hydrogénation dans le rumen, etc., et qu'il y a moins de méthane qui est dégagé. Donc on se dit, ça c'est vraiment intéressant, parce qu'il y a une amélioration de la qualité du lait, et puis elle dégage moins de méthane. Mais on est en 95, le premier rapport du GIEC, c'est 3 ans avant, je crois que c'est en 80, je sais plus, enfin c'est 92, donc c'est assez récent. Donc à l'époque, ça n'intéresse personne. Et puis on se dit, c'est quand même, on commence à en entendre parler du réchauffement climatique et puis du rôle du méthane, qui est un des deux gros gaz à effet de serre d'origine agricole, avec le protoxyde d'azote. Et on se dit, mais je raconte ma vie. Est-ce qu'on peut le mesurer
dans le lait, dans la composition du lait, parce qu'il y a un mécanisme biochimique qui fait que la façon dont elle dégage du méthane dans le rumen, c'est issu d'une synthèse d'acide gras qu'on retrouve dans le lait. Donc on peut analyser le lait, on dépose un brevet avec l'INRA qui dit voilà, on peut mesurer le méthane que dégagent les vaches pour le réduire, enfin pour que l'éleveur ait une boussole qui lui permette d'alimenter ses vaches de façon à ce qu'elles dégagent moins de méthane. Et à ce moment-là, je suis tout content de moi, avec mes collègues. On va voir les gens de l'interprofession laitière. Ils nous disent surtout parlez pas de ça. Personne ne sait que les vaches dégagent du méthane. Surtout n'en parlez pas. Si vous en parlez, on va vous tirer dessus. C'était même assez violent. Et bon, on garde ça dans un coin. Puis petit à petit, ça commence à monter. D'un moment, on entend parler un petit peu partout. Et puis, si je raconte la fin de l'histoire, maintenant, tout le monde a conscience de ça. Il y a une grosse pression pour qu'il y ait moins de méthane dégagé par les vaches. Et maintenant, il y a sur le marché, autorisé par l'EFSA, des additifs qui sont des médicaments, enfin, qui inactivent le site actif de l'enzyme qui crée le méthane dans le rumen des vaches. Et en France, ça commence. Il y a une laiterie qui paye les agriculteurs pour qu'ils mettent ce truc-là. Moi, je trouve ça personnellement monstrueux. Hein. J'ai rien contre les médicaments ou les additifs, mais quand on donne ça à des vaches qui sont pas malades, alors qu'on pourrait simplement mesurer et puis changer l'alimentation. Bon, c'est une histoire. C'est une histoire les choses n'ont jamais été faciles. La biochimie, c'est intéressant. La politique, c'est un peu plus compliqué des fois. Voilà. Justement, on arrive un peu à la dernière partie de notre débat. Comment on fait pour embarquer tout le monde, pour faire en sorte de changer le système? Alors, on a parlé un peu, on a cité Bleu Blanc Cœur, mais bon, vous pouvez peut-être expliquer ce que c'est que Bleu Blanc Cœur et comment vous avez déjà, à votre niveau, essayé d'embarquer un peu plus de monde. En deux mots, je vais d'abord vous dire un truc qui est intéressant. Mon bouquin que j'ai écrit, La maison d'édition, s'appelle Actes Sud. Et quand je discutais, donc maintenant on se connaît, donc je parle d'agronomie, je parle d'écologie, je parle de santé animale, je parle de santé humaine, et mon éditrice me disait, mais Pierre, parle de santé humaine, parce que c'est ça qui va intéresser les gens. Le reste, les gens achèteront pas un truc un peu plus cher parce qu'il y a plus de vers de terre ou moins de méthane. Et je pense qu'elle a complètement raison. Et comment embarquer les gens? Je raconte ça, c'est une anecdote réaliste. Il faut que les gens aient conscience que c'est leur équilibre à eux, leur santé à eux, elle est quand même dépendante de tout ce qui se passe autour d'eux, et que c'est l'endpoint de tout ça. Alors moi, quand j'avais fait ma première étude clinique en 99, quand on a eu les résultats, c'est celle que j'ai racontée tout à l'heure avec les mamans enceintes et allaitantes, c'était la 7e. On en a fait plein. Et la première, ça n'avait jamais été fait. C'est-à-dire donner à manger à des gens exactement la même chose, mais le mode de production était différent. Puis regarder ce qui se passait dans les marqueurs sanguins, ça n'avait pas été fait et on était persuadés que ça allait intéresser tout le monde. Ça n'a pas intéressé tout le monde parce que c'était compliqué. Il y a des circuits logistiques. Les laiteries disaient, ou les producteurs, les industriels disaient, mais on ne peut pas faire des tournées spécifiques pour ramasser les œufs ou le lait que dans les fermes où les vaches mangent de l'herbe, etc. Enfin, c'était compliqué. Donc on a créé une association avec des paysans, des scientifiques, des médecins, des industriels, des consommateurs. C'est Bleu Blanc Cœur. Vous avez sûrement déjà vu le logo quelque part sans que vous sachiez ce que c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'expliquer ce qu'on fait. Mais on a réussi à embarquer aussi des metteurs en marché, des donneurs d'ordre. Moi, à l'université, dans la chaire, là, on parle de durabilité, de désirabilité. Il faut rendre la durabilité de nos systèmes agricoles désirable par le consommateur. Et il faut que les gens, on fait de l'économie expérimentale, des sciences humaines, il faut qu'il y ait un bénéfice individuel, il faut qu'il soit étayé. Et à partir du moment, quand je vous racontais l'histoire des tomates, moi je trouve ça formidable. Enfin, j'ai une âme d'enfant quand je vois ça, parce qu'il y a un bénéfice individuel à la sortie. C'est pas juste une belle histoire, c'est pas une promesse. La promesse biblique de dire si le sol est en bonne santé, les plantes sont en bonne santé, les animaux aussi et l'homme aussi, c'est joli. Le démontrer, c'est encore plus beau. Et je pense qu'embarquer les gens,
C'est pour ça que j'écris des bouquins. C'est pour ça qu'on essaye de communiquer là-dessus, pour qu'un maximum de gens se rassemblent et puis fassent changer les choses. Des consommateurs, des metteurs en marché, tout le monde a son rôle à jouer. Le politique aussi à un moment, mais ça va être long. Alors, par rapport à la désirabilité, comment on peut rendre une alimentation saine désirable? Je vais répondre à votre question, mais je ferai un petit complément sur le méthane, si vous permettez. Parce qu'effectivement, il y a quand même cette complexité qui est importante dans tous les domaines, y compris la santé, y compris l'environnement. Il ne s'agit pas de nier l'importance du méthane et de l'émission de méthane par les ruminants. Il y a des études qui montrent quand même des études très bien faites, qui montrent que le nombre de ruminants sur la planète, depuis un siècle, n'a pas changé, et depuis des millénaires, n'a pas changé. C'est-à-dire qu'autrefois, ce n'était pas des vaches, c'était des aurochs, c'était des buffles, c'était des bisons, c'était des mammouths, etc. Et le nombre d'animaux ruminants est le même. Ça a bien été démontré. Et donc, la part des ruminants dans le gaz à effet de serre, elle est à mettre de façon relative par rapport à cette stabilité. Et probablement que les émissions de carbone, de CO2 fossiles sont plus importantes, d'autant que le méthane a un cycle de vie qui est beaucoup plus court, qui est de 10 ans environ, alors que le CO2 a un cycle de plusieurs milliers d'années. Donc on est quand même, il faut faire attention, parce que avec tous ces discours un peu schématiques, on est en train de tomber à bras raccourcis sur l'élevage, et je vais revenir sur votre question, en disant c'est ça qui est responsable de gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Je ne pense pas que ce soit juste. Je pense qu'il faut plutôt mettre en cause les énergies fossiles et l'utilisation abusive d'Internet, qui produit beaucoup d'énergie. Alors, pour répondre à votre question sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens aient envie de changer leur alimentation, je crois que ce que vous faites, vous, c'est très bien, et ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est très bien, c'est d'expliquer d'abord, parce que moi je suis tout à fait opposé aux discours qui sont imposés et qui sont des dictatures alimentaires par ceux qui pensent ce que nous devons manger à notre place. Et donc, je pense que c'est important d'expliquer et d'éviter les dictats alimentaires. Ça me semble vraiment essentiel. Et puis, comme disait très bien Pierre, il faut qu'on ait envie. Et pour avoir envie, il faut que c'est du sens. Il faut que c'est du sens. Il faut que ce soit bon. Donc, c'est aussi les sens. Mais les 5 sens, il faut que ce soit bon. Parce que si c'est pas bon, ça ne sert à rien. Il faut qu'on mange des vrais aliments et qui ont du sens, qui nous parlent, que ces aliments ont quelque chose à nous dire. Ça me semble essentiel. Et Bleu Blanc Cœur a quelque chose à dire, puisque c'est une belle histoire. Pierre, il raconte les histoires de façon remarquable. Donc, ça nous parle parce qu'on voit le lin, la vache, l'herbe, le microbiote, etc. Mais les aliments nous parlent aussi autrement. Ils nous parlent parce qu'ils nous racontent des histoires. C'est le plaisir de manger ensemble. C'est ce qui a été produit par mon voisin, par mon jardin, par mon potager, ce que m'a donné à manger ma grand-mère, ce qu'on a fait ensemble, la soupe de ma grand-mère, etc., etc. Tous ces éléments de vie partagés, parce que l'alimentation, c'est pas de la médecine, c'est du soin, mais c'est pas du médicament. On mange pas des médicaments, on mange pas des nutriments, on mange des aliments qui nous racontent vraiment beaucoup de choses. Parce que voilà, ils ont du sens. Alors il y a aussi le sens qui est lié au fait que je sais comment c'est produit. Ça aussi, ça a du sens. Mais le sens, c'est ça, mais c'est aussi tout le partage et tout le plaisir autour de la nourriture. Et si on retrouve cela, parce que tout à l'heure je parlais des Américains qui mangent pendant 14 heures. En fait, ils mangent pas. Ils bouffent des machins. Éventuellement, d'ailleurs, ils arrêtent de manger des aliments normaux, ils prennent des trucs et puis ils mettent toutes sortes de nutriments dedans, mais leur nourriture est bâclée. En France, il faut qu'on reste attentif à avoir une nourriture qui fait partie de notre patrimoine, notre gastronomie, notre partage, notre terroir. On aime bien ça.
Enfin, moi j'aime bien, pour moi ça a beaucoup de valeur, et y compris la viande qui vient de mon copain éleveur, ou voilà, et je sais d'où ça vient. Enfin, donc ça fait partie, à mon avis, des moyens pour nous faire adhérer, parce que voilà, voilà, ce sens. Alors chacun peut y trouver du sens. Il y a des gens qui disent moi je veux pas que les animaux soient tués, donc ça c'est leur affaire. Mais bon, je respecte. Hein. En tout cas que ça soit signifiant. Est-ce qu'on peut quand même penser que l'argument santé, notre santé... L'argument santé, alors oui, moi j'ai écrit un petit livre qui s'appelle La joie de manger, et le sous-titre c'est Nourrir, réjouir et réunir. Je pense, enfin je suis absolument convaincu que l'alimentation est très importante pour la santé, sinon je n'aurais pas été médecin spécialiste en nutrition pendant une 40aine d'années. Mais il ne faut pas médicaliser à outrance notre alimentation. L'alimentation sert à la santé, mais ce n'est pas une de ses fonctions, c'est une des conséquences. Les fonctions principales, c'est de nous nourrir, qui sert bien sûr à entretenir notre corps et à le soigner, mais la fonction principale, c'est de nous faire vivre, nous faire grandir, nous entretenir. Deuxième fonction, c'est de nous réjouir, et la troisième fonction, c'est de nous réunir. Manger, ça sert vraiment à ces trois choses-là. Quand tout ça est bien tenu, quand les trois sont bien tenus, les effets sur la santé sont extraordinaires, bien sûr. Mais tout n'est pas atteint pour autant. On peut bien se nourrir. Peut-être j'ai parlé de l'Alzheimer avec tout à l'heure un peu d'amertume. Je vais raconter une histoire personnelle. Ma mère, toute sa vie était active, toute sa vie elle avait son potager, toute sa vie elle mangeait des légumes de son jardin. Elle est Alzheimer aujourd'hui à un niveau maximum. L'alimentation n'y a rien fait. C'est compliqué. C'est compliqué. Alzheimer, c'est compliqué. Le facteur génétique est énorme. Je ne sais pas si je l'ai, le facteur génétique, et je ne vais pas le chercher. Il multiplie par 8 à peu près le risque d'Alzheimer. Beaucoup plus que l'alimentation qui augmente de 15%. 8, c'est 800%. Hein, donc, pour vous donner une petite idée, c'est absolument considérable. Donc, pour vous dire que, voilà, il faut qu'on reste toujours modeste. On est sûr que l'importance de l'alimentation, mais on reste modeste quand même. Modeste. Alors, est-ce qu'on a, par rapport aux besoins de la population, en général, des idées systémiques, des idées d'organisation qui nous permettraient d'améliorer la qualité de l'alimentation pour tous? Oui, je vois où vous voulez en venir, et c'est fort intéressant. Non, mais il n'y a pas de problème. Je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait une interaction, et on se rejoint là-dessus, entre le consommateur et l'offreur. Il faut travailler sur l'offre. Hein. On est dans une civilisation d'abondance, on s'en rend pas compte toujours. On s'en rend pas compte. Mais cette civilisation d'abondance a permis beaucoup de choses. Elle a permis qu'on travaille moins, qu'on vit plus longtemps, etc. Mais elle a aussi permis que finalement on ne se nourrisse pas toujours de façon correcte sur le plan quantitatif ou qualitatif. Donc modifier l'offre, modifier le désir, vous l'avez dit, hein, c'est-à-dire qu'il faut que le consommateur désire changer son assiette. Mais il y a des déterminants socio-économiques et psychologiques tellement considérables. Moi, je m'intéresse beaucoup à la nutrition et je pense que c'est important, le contenu de notre assiette. On travaille tous dessus. Mais pour moi, plus important encore, c'est le pourquoi du contenu de l'assiette. Pourquoi on mange qu'on mange? Pourquoi les gens mangent qu'ils mangent? Ce sont vraiment ça, les vraies questions. On est toujours en train de nous dire ça va pas, tu manges ça, tu devrais pas, etc. C'est pas bien. Et puis de nous donner des ordres. Mais pourquoi les gens mangent qu'ils mangent?
parce que peut-être ils vont pas bien dans leur tête, ils n'ont pas d'argent, ils savent pas, ils sont ignorants, ils sont pauvres, ils sont déprimés. Alors on va dire c'est l'alimentation qui déprime. Bon, l'alimentation joue un petit rôle dans la dépression, mais pas beaucoup, un petit rôle. Et donc voilà, tous ces déterminants, il faut les prendre en compte, et c'est vraiment une question de société, c'est une question politique. Alors après, est-ce qu'il faut interdire les aliments mauvais? Non, je ne crois pas, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un aliment mauvais. Mais il faut encourager effectivement des aliments de qualité et les choix d'aliments de qualité, c'est sûr, il faut les encourager. Pierre. Oui, moi je le dis à la conclusion du livre, c'est très immodeste ce que je veux dire, mais avant qu'on démarre il y a 25 ans cette histoire de bleu blanc cœur et de densité nutritionnelle des aliments, la bonne alimentation c'était surtout une histoire de conseil diététique, manger plus de ceci, manger moins de cela. Nous on a rajouté quelque chose dans la trousse à outils de l'amélioration nutritionnelle et environnementale. On a rajouté quelque chose qui était le mode de production. Et le mode de production, tu peux très bien te nourrir, suivre toutes les bonnes règles, etc. Mais avec des aliments qui ont perdu de leur teneur en vitamines pour les uns, en oméga 3 pour les autres, en fibres pour les troisièmes, ce sera pas terrible. Les études sur les fruits et légumes, souvent quand on donne l'étude, c'était Suvimax, là où on donnait des fibres, des compléments alimentaires avec des fibres et des vitamines, il y avait des effets qu'on retrouve pas toujours quand on fait des études avec des groupes où les gens mangent des fruits et légumes, et souvent ils concluent en disant mais on sait pas bien quelles sont les teneurs en fibres, en vitamines de ces fruits et légumes. Donc c'est juste un outil de plus dans la trousse à outils. Mais cet outil il a quelque chose de particulier, c'est qu'il est lié à un autre grand enjeu du siècle, qui est celui de l'écologie et de l'environnement. Parce que produire des aliments plus denses en mettant plus de carbone dans le sol, en émettant moins de protoxyde d'azote et moins de méthane, c'est mieux. Je pense que Jean-Michel et moi, et vous êtes tous d'accord sur un truc, c'est que tout est lié. Tu peux pas, quand Jean-Michel dit qu'il ne faut pas médicaliser l'alimentation, il ne faut pas non plus médicaliser, c'est pas le bon mot. L'écologie, tout est lié. Et moi j'aime bien parler pas seulement de santé unique, de One Health, mais aussi de santé globale, parce qu'il faut à un moment essayer de rechercher des vraies solutions globales à un problème global. Parce que les problèmes qu'on vit, même s'il ne faut pas les dramatiser en termes de santé et d'environnement, ils ont quand même des causes, et il faut s'attaquer aux causes. Quand je parlais du médicament là, qui est donné aux vaches pour qu'elles émettent moins de méthane, je me suis vent debout contre. Je trouve que c'est absurde. C'est mettre une solution technique, un problème technique. Ça n'a rien de global, ça n'a rien de systémique. Et il faut vraiment s'intéresser à ça. Moi, quand je regarde en arrière, c'était compliqué, tout ce qu'on a fait depuis 20 ou 30 ans. Là. Ça n'a jamais été facile, mais au moins on a amené quelque chose dans la trousse à outils. C'est cette approche globale, systémique, et puis dire, pour être bien dans nos têtes, dans nos corps, dans notre planète, il faut aussi s'occuper du mode de production. Ça fait pas tout. Quand Jean-Michel disait sur les carburants fossiles, c'est bien plus important que le méthane, évidemment, mais si on peut faire quelque chose, il y avait quand même un truc qui était, je peux peut-être conclure là-dessus, parce que c'est très positif. Quand Stéphane Le Foll était ministre de l'Agriculture, il avait lancé un truc qui s'appelle l'initiative 4 pour 1000. L'initiative 4 pour 1000, c'était stocké dans le sol. Je crois que c'était 4 pour 1000 de carbone de plus dans le sol. C'était l'équivalent de tous les excédents de CO2 qu'il y avait dans l'air qui pouvaient être captés par les sols. Et peut-être que je dis des bêtises, mais ça ressemblait à ça. Le calcul de 4 pour 1000, c'était un calcul qui disait on peut stocker dans les sols agricoles 4 pour 1000 de carbone de plus, et ça permettrait de stocker, parce que les plantes captent du CO2, mais il faut que les sols soient toujours couverts pour que le sol soit en bonne santé. Si ça capte du CO2 qui est dans l'air, ça diminue le réchauffement climatique, ça diminue le taux de CO2 dans l'air, et puis ça le stocke dans le sol. Et donc, j'ai commencé à parler du sol, je finis là-dessus, si vous voulez. Et cette logique de santé globale et d'approche systémique de l'alimentation et de l'écologie.
Alors justement, vous parlez du mode de production. La France est quand même championne dans l'utilisation de pesticides. Alors que peut ce discours pour une alimentation saine face à une profession agricole qui majoritairement dit qu'elle ne peut pas se passer de tous ces pesticides? Et là, on est en ce moment en plein moment d'élection professionnelle et ce qu'on entend, ou même à l'Assemblée, ce qu'on entend, c'est on veut continuer à produire en utilisant ces pesticides parce qu'on ne sait pas faire autrement. C'est souvent ce qui est dit. Mais là aussi, il faut qu'il y ait une désirabilité pour ces modes de production-là. Parce que ça bouge beaucoup dans les campagnes, mais vraiment beaucoup. Et les gens produisent plus. Là, quand je racontais les vaches qui étaient au libre-service maïs, c'est fini maintenant. Ça n'existe plus. Les gens ont compris. On remet en place des légumineuses. Il n'y en a pas encore assez. On importe encore beaucoup trop de tourteaux de soja. Il y a encore beaucoup trop de monoculture. Mais je pense que ça peut passer par la désirabilité. Ça peut passer par le fait que des produits issus de l'agriculture bio, régénératrice, le bio, il y a un gap de prix qui est quand même important, qui est quand même très important, puis il souffre aujourd'hui, on en aura toujours besoin, parce que c'est la voie. Moi, ce que je défends, c'est la montée en gamme de l'agriculture et de l'alimentation. Il faudra toujours une avant-garde, mais il faut aussi que l'ensemble monte en gamme. C'est pas logique qu'il y ait une alimentation à 2 vitesses demain, et ça bouge pas vite, mais ça va forcément bouger, et il faut que ce soit tiré par une demande. La beauté du bio, c'est qu'ils ont créé, c'était d'abord pendant un siècle, ça a été un mouvement d'agriculteurs, jusqu'à ce qu'ils rencontrent les consommateurs, et puis il y a eu les histoires des premières démarches bio, avec des brosses et tout ça, quand les consommateurs ont rencontré les producteurs. Et là, les choses changent. Et il faut que le producteur rencontre le consommateur et que l'offre soit tirée un peu pour une alimentation de qualité qui respecte la planète, nos corps et tout ça. Peut-être aussi éviter d'opposer les uns contre les autres. Je pense qu'il faut que, c'est mon point de vue en matière d'agriculture et dans d'autres domaines aussi, que l'agriculture conventionnelle fasse des progrès pour réduire effectivement les intrants, et elle le fait. Il faut que l'agriculture biologique, elle, admette aussi qu'il y a des améliorations qui peuvent venir de certains aspects de la science qu'elle peut mettre en œuvre, et qu'on arrête d'opposer en permanence les gens et les systèmes, et plutôt qu'on travaille ensemble pour voir vers quelle amélioration progressivement, pas à pas. On est quand même passé de 1500 pesticides en France en 2000 à peu près à moins de 300 aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a des progrès qui sont faits, il faut aussi essayer de les voir ainsi. Et puis quand on les remplace, quand on les supprime, les pesticides, il faut des alternatives. Et effectivement, elles existent, mais il faut que les gens puissent se parler peut-être un petit peu plus que s'opposer. Cela dit, en quantité, ça continue à monter. Donc, je vais raconter une toute petite anecdote parce qu'elle est intéressante. Je discutais il y a 1 an ou 2 quand il y avait l'histoire des néonicotinoïdes là, sur les betteraves. Et les producteurs de betteraves, c'est les néonicotinoïdes, c'est un pesticide qui a été interdit puis qui est revenu à cause des abeilles, etc. Et il y avait un gros producteur de betteraves avec qui je discutais, une grosse ferme du Nord, là, je sais qu'il y avait 700 hectares, et qui me disait de toute façon, s'ils interdisent les néonicotinoïdes, la filière est morte, etc. Et je lui disais, mais s'il y avait un peu plus de rotation, enfin, si au lieu de faire des betteraves tous les ans ou tous les 2 ans, vous y reveniez que sous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans, il n'y aurait pas ces ennemis des cultures qui nécessitent l'emploi de néonicotinoïdes. Il m'a dit, c'est vrai, mais tu sais, on le fait déjà, hein, on fait des betteraves que tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Et en fait, après, il m'a donné sa surface et il en faisait sur la moitié de son exploitation. Donc il faut changer les pratiques. Tu peux en utiliser beaucoup moins de tous ces médicaments des plantes si tu soignes le terrain. Soigner le terrain, c'est un terme qui est commun aux médecins et aux agronomes. Tu l'as dit, l'alimentation ne fait pas tout, mais soigner le terrain. Tout ce que tu as dit, c'est soigner le terrain. Et en agriculture, on s'est habitué à soigner les conséquences et pas les causes. Et soigner le terrain, c'est la base. Soigner le sol, soigner la... Tout à l'heure, on parlait des haies, on parlait effectivement de ne pas faire de la monoculture, etc. On sait bien qu'il y a un usage abusif de tous ces produits pour faire passer des machines.
À propos de monoculture, mais je crois qu'on va laisser la parole aux gens de la salle, il y a cette histoire incroyable de la maladie de la pomme de terre en Irlande, que tout le monde connaît, c'est quand même extraordinaire. 1 million de morts parce qu'il y avait une monoculture, donc la maladie est venue. Voilà, donc c'est vrai que la diversification des modes, des productions est importante. On va laisser la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, moi je voudrais dire que le concept One Health est un concept extrêmement mobilisateur, très désirable, pour reprendre une expression que vous utilisiez l'un et l'autre. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier tout de même ce qu'il y a entre la santé individuelle humaine et la santé des écosystèmes, c'est la dimension politique qu'on n'a pas trop abordée ce soir. Et cette dimension politique, je pense qu'il est de la responsabilité des gouvernants de faire évoluer le système. Alors, je trouve que dans notre pays, on est quand même très en arrière de la main sur l'éradication des pesticides. Et il y a une attitude quand même très démagogique vis-à-vis des agriculteurs. Au lieu de les faire évoluer, au lieu de les pousser, en effet, on les maintient dans une attitude statique. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier, dans la santé commune, la santé individuelle, la santé des écosystèmes et la dimension sociale, donc politique. On a un peu aussi évoqué les facteurs génétiques. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ça devient de plus en plus étudié, parce que on a des capacités techniques qui sont toujours très chères, mais qui peuvent être de plus en plus généralisées. Ce que je voudrais savoir, c'est si les facteurs génétiques sont toujours les plus forts. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un facteur alimentaire, de qualité de l'alimentation, qui permet d'infléchir les réponses génétiques? Parce que c'est ça aussi. Et donc, il y a peut-être des gens qui réagissent plus ou moins bien à tout ça. Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, il y a deux types de génétique, si je peux être simplificateur. Il y a les maladies qui sont dites monogéniques, où un gène joue à lui tout seul un rôle majeur. Il y a des maladies comme celle-là, où ce gène-là, qui a une anomalie, qui a une mutation importante, entraîne une augmentation très importante du risque, ou une augmentation très forte de la probabilité. Ça revient au même. Il y a des tas de maladies comme celle-là, ce n'est pas les plus fréquentes. Et puis, il y a ce qu'on appelle, à côté de ça, les polymorphismes génétiques. C'est des petites modifications moins importantes qui conduisent à une prédisposition génétique et non pas une probabilité majeure de la survenue de cette maladie. Et celles-là sont effectivement en interaction avec les facteurs environnementaux. Et donc, quand on dit environnementaux, c'est ce qui est extérieur à nous, c'est-à-dire l'alimentation, le mode de vie, l'activité physique, etc., etc. Par exemple, sur un domaine qui est celui de l'obésité, l'obésité peut être une maladie purement génétique dans des cas rares. Dans la plupart des cas, il y a une prédisposition qui n'est pas purement génétique, mais qui est une prédisposition. Elle ne s'exprimera qu'à la faveur d'un mode de vie défavorable. Mais s'il n'y a pas ce mode de vie défavorable, ça ne survient pas. Et s'il n'y a pas la prédisposition génétique, probablement non plus. Donc c'est l'interaction, et c'est comme ça que les deux jouent l'un avec l'autre, l'un contre l'autre. Et c'est quand même quelque chose qui est extrêmement fréquent. Alors, on ne peut pas modifier pour l'instant ces prédispositions génétiques, mais on peut modifier le mode de vie, c'est sûr. On peut modifier l'alimentation. On peut modifier l'activité physique. Bien sûr, vous avez raison. J'ai une question à propos de la régénération des sols et une préoccupation pour un coin de France qui s'appelle la Savoie, et le bassin albervillois, et qui a été pollué pendant plus de 20 ans par un incinérateur obsolète, défectueux et surchargé. Et on a réussi, alors ce ne sont pas du tout les politiques, ni
ni locaux, ni départementaux, ni régionaux, ni nationaux qui ont fait les choses. C'est à la base. Ce sont les gens qui se sont mobilisés. On a monté une association, Bien Vivre à Grignon. C'est pas le Grignon à Grenoble, c'est le Grignon savoyard. Bon, aujourd'hui, on sait, pour avoir fait des analyses, que les sols restent contaminés à la dioxine et aux métaux lourds. Les œufs de poule ont été aussi analysés à 1,5 km de la source contaminée. L'ARS nous répond que c'est une contamination qui n'est pas en lien avec les cancers locaux, certaines maladies, qu'elles sont du niveau national, il n'y en a pas plus, etc. Bon, notre souci, c'est sol contaminé. Est-ce qu'il y a un espoir de régénération? Parce que je crois que cette dioxine, elle dure des années et des années. Et alors, en plus, maintenant, on veut installer, c'est un ordre politique via les préfets et les intercommunalités, installer des antennes 5G. C'est le grand truc. Alors là, moi, je me dis, j'en peux plus. Je suis présidente de Bien Vivre à Grignon, j'ai un pied à Paris, un pied à Grignon. J'en peux plus. Sol contaminé et une pollution électromagnétique, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce que l'agriculture peut faire quelque chose par rapport à des polluants persistants? Je suis limite compétence là-dessus. Hein. Mais les végétaux ont un pouvoir incroyable. Hein. Ils servent des végétaux dans les stations d'épuration pour éliminer les molécules toxiques. Je pense, je pourrais essayer de vous mettre en contact avec des gens qui ont des compétences là-dessus. Moi, je parlais de la résilience des sols, mais je parlais pas de ça. Hein. Je parlais pas de la contamination à la dioxine ou aux métaux lourds. Hein. Je parlais de la vie du sol, etc. Mais après, je suis vraiment limite de compétences. Mais j'ai vu des trucs assez étonnants avec la puissance du végétal qui va pomper tout ça et qui pourrait l'éliminer. Mais il faut des trucs dédiés. Ouais. Alors, moi, j'ai un bout de réponse pour vous. C'est qu'il y a aujourd'hui des entreprises qui, avec les collectivités publiques, montent des programmes justement en phyto ou avec un certain nombre de techniques pour dépolluer les sols autant que possible, rarement complètement, mais qui arrivent à largement améliorer les choses. Si ça vous intéresse, à la fin, je pourrais vous donner des noms et des adresses. Une autre question. Merci. Une petite question sur les colorants alimentaires. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de rôle nutritionnel dans les colorants alimentaires. Donc, moi, je les considère comme de la concurrence déloyale. Que pensez-vous d'une interdiction totale des colorants alimentaires ? Bon, je ne fais pas partie des agences qui déterminent s'il faut les interdire ou pas. Vous avez raison, les colorants servent à rien, c'est vrai. Donc on pourrait s'en passer. Hein. Il faut éduquer les consommateurs à avoir des produits qui perdent leur couleur parce qu'ils n'ont plus leur colorant, c'est sûr. Fait partie de ceux qui servent à rien. Ceci étant, bon, les additifs, je ne défends pas, mais s'ils sont autorisés, c'est que pour l'instant, les études ne montrent pas d'effets indésirables. Après, les études sont remises régulièrement à jour. Hein. Le FSA, l'Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments, revoit sans arrêt sa copie. Et si à un moment donné, il y a des doutes, effectivement, il peut y avoir des suppressions. Maintenant, je pense qu'effectivement, il faudrait éduquer les consommateurs à ce qu'il y ait des bonbons qui ne soient pas rouges, qui ne soient pas fluo, qui ne soient pas ceci, pas cela. C'est vrai, vous avez raison. Est-ce que c'est très dangereux pour la santé? Je n'ai pas d'informations à ce niveau-là, mais en tout cas, dès qu'ils sont dangereux, ils sont supprimés et il faut les supprimer. Parfois, on le découvre tardivement, malheureusement. C'est sûr.
C'est pas un problème de santé publique majeur, mais c'est une préoccupation tout à fait juste que vous avez, c'est sûr. Alors moi, je voudrais qu'on parle du microbiote ou des microbiotes. Alors, il paraît qu'il y a peu de catégories de microbiotes, par exemple pour l'espèce humaine. On a fait des études pour les animaux, c'est pareil. Donc, moi, j'ai jamais vu de médecin me proposant « Tiens, on va étudier votre microbiote. Est-ce qu'il est équilibré? Est-ce qu'on pourrait l'améliorer ?» Parce que si c'est un facteur de prévention des maladies importantes et qu'il est très important d'en avoir un bon dans les premières années de la vie ou même les premiers mois, ça serait quand même intéressant de faire un effort sur ce facteur. Voilà, c'est tout. Oui, non, mais il y a énormément de travaux qui sont faits sur le microbiote. Le microbiote, c'est 10 puissance 14 bactéries dans notre intestin, donc c'est absolument considérable, 100 000 milliards, donc vous mettez beaucoup de zéros, 14 zéros. Il y a des microbiotes partout, il y a le microbiote intestinal, il y a le microbiote cutané, il y a le microbiote vaginal, il y a le microbiote respiratoire, il y a le microbiote sur tous les tissus qui sont en liaison avec l'extérieur. On en connaît l'importance, on en connaît les déterminants, je les ai à peu près cités. On peut l'analyser, mais c'est très compliqué de l'interpréter. Et donc aujourd'hui, il y a des tas de laboratoires qui proposent bien sûr des analyses du microbiote et ils vont vous proposer derrière des machins à manger et des compléments à bouffer qui peuvent ne pas faire de mal, mais pas forcément faire de bien. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore capable de pouvoir interpréter, même s'il y a des laboratoires qui le font, sur la base du fait qu'il y aura un peu plus de cela, un peu plus de cela. On a à peu près, si vous voulez, dans le microbiote humain, il y a à peu près 3000 bactéries différentes, 10 puissance 14. Chacun d'entre nous, on partage à peu près 200 à 300 espèces communes, à tous. Et donc, le microbiote d'une personne, c'est une empreinte personnelle, comme une empreinte génétique, comme une empreinte digitale, dont il est difficile de dire s'il est bon ou pas bon. Il y a un marqueur que tu as cité tout à l'heure, ou je ne sais plus quand on en a parlé, qui est la bêta-diversité. Au plus le microbiote est varié, au plus il est bon. Alors moi, je suis médecin, pragmatique. Ce que je me dis, ce que je dis pour l'instant aux gens, puisqu'on sait à peu près ce qu'il faut faire pour avoir un microbiote diversifié, sauf revenir dans le ventre de sa mère et accoucher par voie basse si on est accouché par césarienne, ça on peut pas. Marche arrière, on n'y arrive pas. Une alimentation plutôt avec des aliments simples, bruts, pas trop transformés, pas ultra transformés, riches en produits végétaux variés, et riches en aliments fermentés variés, et puis une hygiène de vie à peu près convenable, comme celle qu'on a citée, que tout le monde connaît, c'est mettre des chances de son côté. Mais je n'ai pas une réponse satisfaisante à votre question sur comment l'analyser et comment l'interpréter. Même si c'est des choses qui commencent à se faire. Je pense que d'ici 10 ans, on aura sans doute on aura la clé, sans doute. Il y a des études qui sont faites sur la question. Il y a des études qui sont faites. Il y a des études qui sont faites sur cette question actuellement, sérieuses, qui sont encouragées en France, des études publiques. Oui, il y a plein d'études. Nous, on participe actuellement à l'Institut Pasteur à 2 études. Une qui s'appelle French Gut, qui est le microbiote des Français. Donc on va recruter 100 000, pas nous, on ne va pas en faire 100 000, mais on va en faire quelques milliers. 100 000 Français qui sont recrutés, qui donnent leur microbiote, et ça va être analysé de façon très sophistiquée, mais après mis en relation avec les pathologies, les déterminants, etc. Et puis on commence une autre petite étude, alors c'est un peu particulier, qui s'appelle Madeleine, qui est le nom de la première femme médecin, et qui va analyser le microbiote vaginal de 200 femmes. Pas beaucoup, mais dans d'autres pays, il y en aura aussi 200. C'est déjà fait en Belgique. On va comparer tout ça, et à partir de cela, on essaiera de voir pourquoi ce microbiote est de telle ou telle qualité, et comment est-ce qu'on peut ensuite essayer de le modifier. Oui, il y a beaucoup d'études. La France est plutôt bien placée là-dessus. Oui, bien placée. Oui, bonjour. En fait, j'avais
Une petite remarque sur la question politique, parce qu'il y a pas mal de conférences ici à l'Académie Climat, et il y en avait une qui était très très intéressante sur comment, en quelque sorte, l'agriculture qui est pas bonne est subventionnée, et donc finalement on soutient cette agriculture, et que finalement, enfin c'était une étude du basique en fait, et il y a eu un magazine qui est sorti, Économie politique, donc c'est lié à Alternative économique, sur comment le modèle il est verrouillé, etc. C'est assez récent, et donc je pense que c'est intéressant aussi, pour penser à un changement de système, de politiser la question et de regarder les coûts, en fait. Eux, ils ont regardé vraiment les coûts factuels, en fait, comment le système alimentaire tel qu'il est, il est subventionné, et en fait, on subventionne pas les bonnes choses, Donc l'idée d'orienter l'argent plus au bon endroit, c'était l'idée principale que j'ai retenue. Après, j'avais une question par rapport à la recherche, parce que en fait, j'ai l'impression que ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place, c'est assez original, et en fait, c'est sorti. J'aimerais bien savoir l'histoire de comment vous êtes venu à faire de la recherche, à vous allier avec d'autres. Apparemment, c'est sur du très long terme aussi que tout ça s'est mis en place. Est-ce que vous pourriez développer ça? Merci. Mais je peux joindre les deux, parce qu'il y a aussi un volet politique dans ce qu'on a fait. C'est que les études qu'on a mis en place, toutes ces études cliniques, on a produit dans mon bouquin, j'ai 40 pages de biblio. Moi, j'ai signé 78 papiers dans la presse scientifique à comité de lecture, mais les équipes de recherche avec qui on travaille, c'est 500 papiers. Il y a un poids énorme de recherche. Et on n'a pas eu de mal à les financer, parce qu'on a toujours trouvé des financements pour nos études. Par contre, on a une interdiction totale de les publier sur un site grand public. C'est publié sur les sites scientifiques. On n'a pas le droit d'utiliser le mot santé, mais c'est assez invraisemblable. On a un site bleu blanc cœur, vous ne trouverez pas nos études, vous ne trouverez même pas un lien au document de l'ANSES, etc. Parce qu'il y a une interdiction totale de communiquer santé sur des produits agricoles ou alimentaires, sauf dans un cadre qui est strictement pharmaco-réglementaire. C'est-à-dire que si je fais des produits que j'enrichis avec des vitamines, ou si je mets des gouttes d'huile de poisson dans le lait pour faire un lait oméga 3, ça se faisait dans le temps. Ça, j'ai le droit de le faire parce que c'est une réglementation pharmacologique, pharmaco-réglementaire. Et ça, c'est un vrai problème. Quand on a fréquenté, moi, j'ai été, il y a eu des moments compliqués, on a été voir les politiques, on n'a pas eu toujours une oreille favorable au ministère de l'Agriculture, mais on voudrait qu'on puisse parler de ça, qu'on puisse diffuser ça, on n'a pas le droit. Et on n'a encore pas le droit. Et quand il y a eu le débat sur la loi Egalim, c'était un moment extraordinaire. Je vais raconter ça. Il y avait le ministre de l'Agriculture était venu nous voir au salon de l'agriculture. Et il disait il faut qu'il y ait un signe de qualité sur la densité nutritionnelle. Aujourd'hui, quand tu parles aux Français, quand tu demandes qu'est-ce que c'est qu'une bonne alimentation, c'est une alimentation avec moins de pesticides, moins de sucre, moins de sel, moins de ceci, moins de cela, mais jamais on te parle de bonnes choses, de densité. Quand tu disais faut donner du sens aux aliments, au moins ce sens-là, on ne sait pas le donner. Et donc on s'était battu, et au moment de la loi Egalim, il y avait un signe de qualité qui devait sortir, qui s'appelait haute valeur nutritionnelle. Il y avait HVE qu'ils avaient fait pour la haute valeur environnementale, qui a fait long feu, mais il y avait la haute valeur nutritionnelle, et c'était un début de reconnaissance. Et ça a été adopté, c'était dans la loi, et le ministre qui était venu me voir avant me disant oui, il faut pousser ça, s'il le faut, je déposerai un amendement de gouvernement pour le faire passer, cette notion de valeur nutritionnelle. Et il est monté à la tribune, il a déposé un amendement de suppression qui a été voté, et ils ont supprimé la reconnaissance de la qualité nutritionnelle des aliments. Et les débats de la loi Egalim, ça a été terrible pour nous. Alors on a eu des grands ministres de l'agriculture. Moi, avec ma vision à moi, quand Michel Barnier était venu nous voir en 2009, il était ministre de l'Agriculture, il avait une vision. Il disait il y avait une crise agricole, il disait ok, il y a une crise, mais il faut regarder plus loin, il faut lever l'horizon. Stéphane Le Foll était venu nous voir, il avait aussi une vision. Il avait de l'agroécologie, le programme 4
4 pour 1000, etc. Et puis après, ça a été hyper compliqué. Barnier disait que le ministère de l'Agriculture, il fallait l'appeler le ministère de l'Alimentation. Moi, ça me plaisait parce que ça voulait dire que ce lien entre produire et consommer, il fallait le faire. Et il y a, je ne sais plus combien de paysans maintenant en France, peut-être 600 000, mais il y a 60 millions de consommateurs et l'alimentation, ça concerne tout le monde. Et donc il y a eu des petits éclairs comme ça, mais globalement, non, on est dans un truc, l'alimentation à 2 vitesses. Alors il y a une alimentation de qualité pour les riches, et puis les autres, Egalim, c'est typique, hein. Egalim, ils ont imposé 20% de bio, ce qui est très bien, c'est très bien. Ils ont imposé 50% d'aliments de qualité, enfin 30% en plus des 20% de bio, dans la restauration collective, hein, je parle. Et là, maintenant ça a changé, mais au début c'était le label rouge qui était mal, il fallait qu'ils trouvent un débouché là-dedans. Mais c'était à budget constant. Donc quand tu mets 20% de bio et 30% de label rouge, c'était à budget constant. Globalement, la qualité de l'assiette service, c'est terrible. Il y a des moments où je suis content quand je regarde en arrière ce qu'on a fait, mais au quotidien, c'est quand même compliqué. Et on n'arrive pas à trouver l'oreille de gens qui se disent mais c'est tellement important la prévention, c'est tellement important de trouver des solutions globales. C'est aussi un peu pour ça que j'écris. Il faut quand même qu'un jour on arrive à faire passer ce message-là, parce que nous tout seuls, avec nos petits bras, on n'y arrivera pas. Hein. Vous avez raison. Juste, il y a quand même le Nutri-Score, je ne sais pas exactement. Le Nutri-Score, c'est aussi une notation en moins, quand c'est moins de sucre, moins de sel, etc. Il ne fait pas appel à la densité nutritionnelle. Il est très intéressant pour les aliments. Il ne fait pas appel à la densité nutritionnelle. C'est Serge Gersberg, le patron du Nutri-Score, était à Rennes à l'université l'autre jour, puis c'est moi qui animais le débat. Et il disait très justement, monsieur, le Nutri-Score, c'est pas l'alpha et l'oméga de la nutrition. Hein. Ça permet de comparer des aliments transformés entre eux. Et ça marche. Enfin, ce qui marche le mieux, c'est Yuka. Mais Yuka, c'est le Nutri-Score. Enfin, c'est les algorithmes du Nutri-Score. Ça marche bien, pas parce que les gens, enfin, peut-être parce que les gens le regardent, mais surtout parce que les metteurs au marché ont changé l'offre. Ils ont réellement mis moins de sucre, moins de sel, pour gagner 1 ou 2 lettres au Nutri-Score, ce qui est bien, ce qui est très bien. Mais ça sert surtout les aliments transformés. Et dans le débat à l'université de Rennes, là, il disait ça. Et il y avait faut quand même manger du fromage, même s'il est Nutri-Score rouge. Il faut quand même des huiles, l'huile d'olive, elle est rouge aussi. Enfin, tout ce qui est gras, c'est rouge. Donc, il faut bien sûr faut pas manger que des aliments. Puis il y a quelqu'un qui a dit, qui a montré que sur le site de Carrefour Drive, tu pouvais avoir un filtre en disant je veux que des aliments Nutri-Score A ou B. Dans ce cas-là, c'est une alimentation déséquilibrée. Donc Nutri-Score, c'est très bien pour les aliments transformés, pour inciter les gens à produire des aliments de meilleure qualité. Mais nous, on ne défend pas les aliments transformés. Enfin, ni Jean-Michel ni moi, on défend les aliments de base avec une bonne densité nutritionnelle. Et là, il y a du chemin à faire. Oui, je voulais revenir sur ce que vous avez dit, M. Weil. Donc, vous travaillez sur des recherches avec des produits qui avaient plus ou moins de qualité, et l'ARS ne voulait pas tenir compte de certaines choses. On vous interdisait de pouvoir produire certains résultats, mais sous couvert de quelle loi? Non, on nous interdit de communiquer. Et c'est pas l'ARS, c'est la répression des fraudes, c'est des dénonciations. Hein. Mais on n'a pas le droit de publier nos articles sur le site de Bleu Blanc. Vous ne trouverez pas nos études. Et comment ça se fait? C'est un délit de publier? C'est un délit d'utiliser le mot santé et de faire ce qu'ils appellent des allégations de santé. C'est une histoire. Hein. Il y a une époque où il y a eu des trucs ridicules. Il y a 20 ans, c'était les alicaments. Et on te mettait des allégations santé ridicules du style le bonbon avec 0% de cholestérol. Il y a eu des conneries comme ça. Donc il y a une législation qui est passée qui combat ça. Donc tu n'as plus le droit de faire des allégations de ce type-là, sauf dans un cadre qui est très pharmacologique en fait. Et donc du coup,
ils utilisent cette législation-là pour qu'on n'ait pas le droit de communiquer ça. Et c'est... Je vais employer un gros mot, c'est pénible. C'est pénible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une réglementation européenne qui est faite par le FSA qui dit vous ne pouvez pas écrire cet aliment est bon pour prévenir telle ou telle maladie sans qu'il y ait des études précises et des dossiers précis qui soient montés. En fait, c'est pour éviter aussi les abus de communication. On vous a dit que manger ceci allait empêcher cela. Donc, bon, comme évidemment. ça, moi, je suis évidemment d'accord avec ça. Hein. Bien sûr. Mais on n'a jamais revendiqué ça. Non, on n'a jamais revendiqué. En fait, il faut que tu communiques autrement. Pardon ? Il faut communiquer autrement. Oui, mais c'est lourd, quoi. Oui, ne pas avoir le droit de publier ses études ou d'y faire référence, c'est quand même pénible, quoi. Mais on a l'impression qu'on a une salariée de la répression des fraudes qui est sur notre site en permanence. J'ai pas le droit d'interviewer Jean-Michel Le Cerf sur mon site. J'ai le droit de l'interviewer, mais il faut pas que je dise docteur Le Cerf. Faut surtout pas. Enfin, mais vraiment, on a eu des trucs de... Je me dis, mais ils n'ont pas autre chose à foutre. Enfin, on a eu du mal. Vous aviez parlé aussi par rapport aux études sur le méthane, donc là ça n'impliquait pas directement la santé. Vous pourriez revenir sur ce point, ce que vous aviez dit dans les années 90, que vous vouliez diffuser sur ce que vous aviez produit sur les émissions de méthane et que vous n'avez pas pu justement diffuser davantage? Si, ça on avait le droit, et ça, on s'en est pas privé d'ailleurs. Et sur ce point-là, on a été soutenu d'ailleurs, on a été soutenu par le, je ne sais plus quel ministère, des fonds européens pour que notre projet puisse être développé ailleurs. Mais non, c'était l'interprofession laitière. Mais c'est toujours pas. Il y a des logiques. L'étude clinique lait maternel là, que je racontais, on l'avait déposée sur un appel à projet du ministère de la Santé. Et puis ça nous a été refusé brutalement au dernier moment. Et la logique, je peux la comprendre. Et ils ont dit non, mais l'urgence, c'est d'encourager les mamans à l'allaitement maternel, parce qu'on n'en a pas assez en France. Donc si vous commencez à dire que le lait maternel, il peut être meilleur ou moins bien en fonction de ceci ou ça, non, le lait maternel, c'est bon. Je peux comprendre ça. Et quand j'ai été voir l'Uletterie il y a 25 ans, en disant... il y a des vaches qui dégagent moins de méthane et il y a du beurre qui a un poids carbone plus bas, etc. Ils m'ont dit non, nous on défend le beurre. C'est exactement le même truc. On défend l'allaitement maternel, c'est des grosses interpros, c'est des gros intérêts. Il y a une logique, je peux comprendre. Ils disent nous on défend le beurre. Si tu commences à dire qu'il y a des beurres qui sont meilleurs, ça veut dire qu'il y en a qui sont moins bons. Alors le beurre, c'est bon. Voilà. Mais vraiment, c'était le discours qu'on me servait. Mais ça, c'était pas législatif. Hein. Ça, c'était les interprofessions et les laiteries qui voulaient pas qu'on parle de méthane. Ils ont été rattrapés, hein, parce qu'aujourd'hui, on en parle trop, à mon avis, c'est ce que tu disais par rapport à d'autres émissions de gaz à effet de serre, mais ils ont pris un retard terrible parce qu'ils n'ont pas voulu en parler. Alors maintenant, comme il faut faire vite, on emploie la chimie et puis on donne un médicament aux vaches pour tuer les bactéries qui dégagent le méthane. Ça me... je le dis avec le sourire, mais c'est révoltant, quoi. On n'anticipe pas les problèmes. Quand je parle de solution globale à un problème global, on va toujours trouver des petites solutions techniques, mais on a du mal à anticiper. Alors, les choses changent, on fait bouger les lignes, mais bon Dieu que c'est lent, quoi. Oui, bonsoir. Je voudrais avoir votre avis sur l'électroculture pour l'amélioration de la qualité des sols. Vous l'aurez pas, parce que c'est quoi l'électroculture? Pardon? Merci. Ce que je connais pas. Je suis désolé. Non, vous n'aurez pas mon avis. Oui. Moi, j'avais une petite question-remarque en même temps. C'était à propos de la désirabilité de ce que vous parliez tout à l'heure. Je pense qu'il faut partir de la base, c'est-à-dire éduquer aussi les enfants. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on mésestime, c'est l'éducation au goût.
Et ça, je trouve que c'est vraiment très très important parce que effectivement, vous parliez de la nourriture américaine qui n'a pas de goût, et là, ça se généralise quand même, la nourriture qui n'a pas de goût ou qui a un goût uniforme. Et savoir la différence, goûter la carotte, goûter le céleri, c'est pas non plus utopique ou quoi. C'est aussi, je pense que c'est vraiment par la base qu'il faut y aller. Et vous parliez tout à l'heure de quelque chose qui m'est un petit peu cher, c'est au niveau des inégalités de santé. Je pense que si justement on va à l'éducation du goût à l'école, parce que c'est quand même là que tout le monde passe, c'est par là qu'on arrive aux choses, parce que moi j'ai lu des études sur le fait que ce que les gens peut-être un peu plus éduqués, peut-être plus informés, délaissent par exemple la nourriture la plus ultra transformée, etc. Pour d'autres, au contraire, c'est le Graal, parce que c'est comme si c'était significatif de progrès. Et donc ça, je trouve que ces phénomènes qui sont très liés pourraient trouver une solution par l'éducation. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est un sujet très très intéressant, très important. L'éducation au goût. Nous, on a fait des études d'éveil sensoriel, éducation sensorielle chez les enfants défavorisés de notre région. Dans le Nord, il y a beaucoup de milieux défavorisés. On a eu des effets qui étaient intéressants, mais qui étaient un peu décevants quand même sur l'impact réel. On s'est rendu compte que on n'avait pas assez associé les parents à cette démarche. Et probablement que quand les parents ne sont pas associés à une démarche éducative, qui est celle de l'exemple, avant tout, et de l'incitation à goûter, découvrir, essayer, tester, déguster, etc., on aura moins d'impact. Mais vous avez raison aussi sur le fait que les facteurs socio-psychologiques et donc économiques sont absolument essentiels, et que pour beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui voient de la publicité pour des aliments ultra transformés qui représentent quand même pour eux l'idéal à atteindre, ou en tout cas quelque chose qu'ils peuvent atteindre parce que c'est accessible, bon voilà, ils vont tomber là-dedans. Mais bon, il faut lutter contre toute cette ignorance et éduquer au goût. Je suis favorable à l'éducation sensorielle, l'éducation au goût, ça, sans aucun doute. Nous, on a créé un jeu qui s'appelle Nutrissimo Junior, qui est un jeu éducatif sur découvrir les aliments en les connaissant par l'intérieur, c'est-à-dire d'où il vient, comment il est produit, comment il est transformé, où il pousse, quelle est son histoire, quelle est sa géographie. Ça doit continuer ce qui est fait à la maison, c'est-à-dire comment on fait du pain, comment le lait est produit, enfin des choses aussi simples que celles-là, qui sont à mon avis tout à fait essentielles. Faire les courses avec les enfants et puis regarder sur un étal le poisson, la viande, la charcuterie, les légumes, les fruits, voilà, avoir envie de découvrir tout ça, c'est essentiel. Je pense vraiment qu'il faut permettre aux gens de connaître à nouveau les aliments, et les connaître, c'est apprendre à les aimer. On ne peut adopter quelque chose que si on l'aime. Et donc ça passe par la transmission familiale, bien sûr, mais aussi par ces aspects éducatifs. Je suis assez opposé, par contre, à l'éducation nutritionnelle à l'école, qui est souvent très mal faite, et même quand elle est bien faite, elle est source d'effets indésirables. Et en particulier, on tombe dans ce qu'on appelle l'orthorexie, c'est-à-dire des gens qui sont inquiets à chaque minute de ce qui va leur arriver quand ils vont manger cet aliment qui va les faire grossir et devenir énorme parce que c'est bourré de graisse, etc. Enfin bon. Et on trouve malheureusement les méfaits d'une éducation nutritionnelle basée sur la diététique mal comprise, si vous voulez. Par contre, l'éducation sensorielle, l'éducation au goût, connaître les aliments, oui, à 100%. Et c'est ça qu'il faut développer, en liaison avec les parents aussi, bien sûr. C'est tout à fait essentiel. Une très bonne remarque que vous faites. Ça qui montre que ce que mange la maman pendant la grossesse va faciliter ensuite le fait que l'enfant va aimer manger des légumes parce que sa maman pendant la grossesse a mangé des légumes et l'odeur des légumes passe dans le placenta et arrive à l'enfant dont on sait que dès la 9e semaine il y a déjà les bourgeons du goût. L'enfant est totalement voilà, il est prêt à découvrir le monde.
Tout à l'heure, vous disiez que vous parliez de l'Algérie, par exemple. Alors, j'ai jamais voyagé en Algérie, mais je sais que l'alcool n'est pas prohibé. Hein, il y a du vin en vente libre et de tous les autres alcools, d'ailleurs, qui sont largement vendus et consommés. Ce que je voulais dire, c'est vous citiez l'exemple des boissons sucrées, des sodas très sucrés qui étaient consommés, je ne sais pas, à une réunion où vous étiez. Alors, je voudrais rebondir à la fois sur deux choses justement que vous aviez dites en les liant sur cette question dans les pays moins riches, hein, qui sont moins industrialisés, et ben effectivement, il y a une consommation moindre de produits transformés. Comme ces sodas, hein, parce que le soda, ça peut être très bon, on peut fabriquer une limonade maison avec de très bons nutriments, mais effectivement, le soda industriel, c'est effectivement très sucré, c'est problématique. Vous avez parlé aussi cependant, dans ces pays, il y a moins de produits transformés, et donc moins de produits très sucrés qui sont consommés, c'est-à-dire qu'il y a encore des cuisines de terroir qui sont très répandues au quotidien, et donc il me semble que c'est la multiplicité de la consommation des produits, c'est-à-dire c'est pas juste de boire juste du soda, mais c'est de mélanger, de consommer tout plein de produits sucrés et du soda, plus ceci, plus des gâteaux, plus ce qu'on appelle des céréales, là, des chocs à pic le matin qui contiennent finalement très peu de céréales. Et ce que je voulais dire, c'est que, pour terminer, c'est qu'à la fois que ces produits soient transformés, mais qu'en plus ils soient issus de cultures avec des produits qui ont des densités nutritionnelles moindres, et ben donc ça fait un double problème, finalement, il me semble. Puisqu'à la fois ils sont transformés, chargés de sucre ou d'autres produits qui ne sont pas forcément bénéfiques pour la santé, et en même temps ils proviennent de cultures où les aliments récoltés ont des densités nutritionnelles moindres et donc probablement moins favorables à la santé, même si vous ne pouvez pas l'exprimer avec le mot santé publiquement, ou en tout cas la loi. Il me semble qu'il y a peut-être un problème aussi qui est systémique, du fait du monopole de certaines industries qui encouragent justement ces cultures qui ne sont pas favorables au sol, qui détériorent aussi les sols et qui impactent l'alimentation sur tous ces plans. Bon, merci. C'était plus une remarque, je ne sais pas si vous voulez réagir, mais après on va clore. Est-ce que... Je peux juste dire un truc sur la fin, sur l'histoire des monocultures. Les structures de production agricole, elles ont été mises en place il y a quelques décennies quand il fallait nourrir le monde. Et il y a un directeur de COP qui m'a dit, chez nous, les histoires, elles commencent toujours avec des silos de 10 000 tonnes. Et il faut changer beaucoup de choses. C'est sûr que tout le changement qui est en train de s'opérer, ou qui va s'opérer, j'espère, il va falloir changer. Quand moi je relançais la culture du lupin et de la férole il y a 30 ans, là, le gars qui en produisait pour nous, qui arrivait dans chaque commune rurale, il y a le silo collecteur de la coopérative, il y avait 2 silos, un pour le blé, un pour l'orge, un pour le colza après. Mais il ne savait pas quoi faire de sa remorque de lupin, elle était posée. Donc il y a plein de structures comme ça à changer. C'est pas de la haute technologie, hein. C'est changer le logiciel, parce que on ne peut pas construire quelque chose de sain sur ces monocultures. Il faut diversifier, il faut des rotations, etc. Et donc il y a toute une infrastructure qui se met en place doucement, qui a besoin d'aide aussi pour se mettre en place. Sinon, ça ne changera pas. Voilà. Merci. Je crois qu'on arrive à la fin. J'espère que vous avez tous bien entendu que tout est lié, du sol à notre santé. Merci de votre écoute, merci de vos questions. Merci encore à nos hôtes, à nos invités. Les prochains jeudis de l'écologie auront lieu le 6 février prochain et nous y parlerons agrivoltaïsme. Donc on espère que vous serez toujours là. Bonne soirée. Merci.